bienvenue à ce séminaire qui est intitulé «L'économie sociale en regard des enjeux de pauvreté et d'exclusion, pistes à partir de l'action et de la recherche». Je m'appelle Lovasoa Ramboarisata, membre régulière du CRIS. Je suis aussi co-responsable de l'axe organisation sociale et collective et je suis professeur-chercheur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l'UQAM. Alors, il nous fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous. Merci beaucoup de votre présence, de votre intérêt. On est très, très privilégiés de vous avoir, mais d'avoir aussi les personnes expertes qui vont faire leur présentation et leur discussion aujourd'hui. Alors, ce qu'on a au programme, c'est 2 heures de séminaire qui va inclure la présentation des personnes expertes, suivie d'une période d'échange. Et le séminaire est organisé conjointement par l'Axe Organisation sociale et collective du CRIS, le Centre de recherche sur les innovations sociales, et l'IUPE, Incubateur universitaire Parole d'exclus. Avant de vous présenter nos invités, nous désirons vous mentionner que l'événement est enregistré et c'est pour des fins de prise de notes uniquement. Donc, on vous invite à garder vos microphones fermés jusqu'à ce que vous preniez la parole. Et si jamais vous ne souhaiteriez pas apparaître à l'écran, on vous demande de fermer tout simplement vos caméras. Et vous avez aussi l'opportunité de poser vos questions dans le fil de discussion. Voilà. Alors, à ce moment-ci, je vais prendre un peu de temps pour présenter les conférencières et le conférencier. Alors, la première conférencière, c'est Nancy Nimtan, qui détient une expertise reconnue internationalement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, la finance sociale, le développement local. Elle a été fondatrice et présidente directrice générale du Chantier de l'économie sociale, une organisation vouée à la promotion et au développement de l'économie sociale au Québec. Et c'était de 96 à 2015, après avoir dirigé le regroupement pour la relance économie et sociale du Sud-Ouest de Montréal de 89 à 96. Cofondatrice et ancienne présidente du Réseau d'investissement social du Québec, de la fiducie du Chantier de l'économie sociale et du TIES, un centre de liaison et de transfert en innovation sociale, elle continue actuellement son implication à travers des collaborations étroites avec un ensemble d'organisations du mouvement de l'économie sociale. Au niveau international, elle est activement impliquée dans le mouvement The Global Social Economy Forum, GSEF. La deuxième personne experte qu'on a avec nous aujourd'hui, c'est Monsieur Jean-François Gosselin. Il est économiste de formation et il œuvre en développement local au Québec depuis plus de 20 ans. Motivé par la prise en charge du développement économique par les acteurs locaux, il travaille avec les communautés afin d'utiliser l'activité économique pour solutionner les enjeux sociaux et répondre aussi aux besoins des résidents et des résidentes. Après avoir été chercheur sur des enjeux de RSE, responsabilité sociale d'entreprise, il a été agent de développement économique dans plusieurs territoires de la ville de Québec et de Montréal. Il a été conseiller au financement des entreprises collectives et a œuvré au Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal. Il est actuellement directeur général du pôle. Le pôle est une organisation dont la mission est de répondre aux besoins socio-économiques des Nord-Montréalais et des Nord-Montréalaises en développant, en mettant en œuvre et en soutenant des projets structurants et collectifs. Il a siège sur plusieurs conseils d'administration d'entreprises d'économie sociale et a été administrateur du comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire et est membre aussi du conseil d'administration de la table de quartier de Montréal-Nord.
Il a aussi été membre du comité d'investissement de la fiducie du chantier de l'économie sociale. Après les deux interventions successives de Nancy et de Jean-François, nous aurons l'intervention de la professeure Sonia Théo Rosas. Et juste avant sa présentation, avant son intervention, je vais faire sa présentation à ce moment-là. Alors, sans plus tarder, parce que je pense que tout le monde est impatient d'entendre nos invités, je passe la parole à Nancy. Merci beaucoup, Nancy. Oui, alors bonjour. Je viens de regarder la galerie de participants et participantes et je vois des visages qui vont peut-être pouvoir me prendre en défaut si je dévie de l'historique parce qu'il y a plusieurs personnes autour de ce webinaire qui ont vécu les mêmes décennies que moi dans le développement de l'économie sociale et évidemment dans la préoccupation de la lutte à la pauvreté. Alors, juste en mon sens, c'est que quand on m'approchait pour participer à ce webinaire, c'était à partir d'un constat que la lutte à la pauvreté qui demeure un enjeu sociétal fondamental et urgent, que l'économie sociale avait peut-être perdu un peu le fil là-dedans ou peut-être ne faisait pas la contribution qui devait lui revenir dans la lutte à la pauvreté. Alors, ça m'a un peu questionné, mais effectivement, je pense que la question est bonne, il faut se le poser parce que pour dire tout le mouvement d'économie sociale et ses racines qui sont dans le développement local ou ce qu'on appelle le développement économique communautaire, était au départ, sa motivation première, c'était justement la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Donc, c'est un enjeu que je porte depuis plus de 40 ans. Bon, j'ai été, et même plus avant, parce que j'ai été organisatrice communautaire dans la défense des droits, dans un travail qu'on faisait pour évidemment répondre aux enjeux et aux besoins des gens en situation de pauvreté, que ce soit des améliorations à l'aide sociale, que ce soit autour de la question du logement et j'en passe. Mais assez tôt, dans les années 80, j'ai été organisatrice communautaire à Pointe-Saint-Charles, qui était un des quartiers les plus pauvres au Canada à l'époque. Et on est arrivé à la conclusion, même si évidemment j'étais beaucoup plus jeune, que même si on continuait et mettait tous nos efforts, on n'arriverait pas à répondre aux besoins sociaux croissants parce que fondamentalement, on était dans un système économique qui engendrait la pauvreté, qui engendrait l'exclusion sociale. Et donc, avec l'ambition de la jeunesse, l'ambition aussi qui est nécessaire encore aujourd'hui, même si je suis vieille, c'est de changer la logique économique et le modèle de développement sur lequel on s'est appuyé pour faire un développement économique au bénéfice de la population et évidemment au bénéfice des gens qui vivent dans les situations de l'exclusion. Alors, toute l'histoire, et mon histoire, mais l'histoire, je pense, du mouvement de développement local et de l'économie sociale, vit entre un genre de tension, je pense, qui est créatrice, mais qui est de reconnaître que on doit travailler et agir à une transformation. On prend en profondeur du modèle de développement, mais en même temps, on doit poser des gestes à court terme parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui vivent dans des situations qui sont intenables. Et donc, il faut trouver d'une manière assez concrète comment marier ces deux réalités et comment, et je dirais aujourd'hui, puis on y reviendra, qui rajoute à ça, c'est tout le défi, évidemment, de la destruction écologique et comment on doit aussi tenir compte de cette réalité dans notre réflexion sur nos actions à la fois à court terme puis à long terme. Alors, on m'a demandé de travailler surtout sur le rappel historique, ce que je vais faire, et après ça, toucher rapidement des enjeux aujourd'hui comme je les vois, mais évidemment, je pense que ça va être le sujet plus de la discussion, de l'échange qu'on aura entre nous. Alors, si on se rappelle, si on retourne dans l'histoire, ça fait exactement, c'est 40 ans, hein, 84, ça fait 40 ans que j'ai participé avec d'autres organisateurs, organisatrices, surtout des femmes d'ailleurs, communautaire à Pointe-Saint-Charles, dans la création d'une petite organisation, pas d'argent, mais avec une mission évidemment de lutter contre la pauvreté par un autre modèle de développement économique. On a créé le programme économique de Pointe-Saint-Charles.
évidemment, c'était assez innovant à ce moment-là que le milieu communautaire s'empare de la chose économique et évidemment, c'était pas sans controverse, c'était pas des prises de position unanimes d'aller là-dedans, mais on considérait qu'on n'avait pas d'autre choix sauf que de s'attaquer à des questions assez fondamentales. Qu'est-ce qu'on nous a répondu et qu'est-ce qui était la politique dominante à ce moment-là? C'était le début de ce qu'on appelait le Reaganisme, avec Thatcher, mais ce qu'on appelle le trickle-down effect, c'est-à-dire que l'économie traditionnelle disait que ce qu'il fallait faire, c'est enlever une majorité de contraintes qui empêchent les entreprises privées de se développer, des règlements, etc., le rôle de l'État, pour qu'ils puissent s'enrichir et que, selon cette théorie de ce qu'on appelait le ruissellement, trickle down, c'est que cet argent, cette richesse allait normalement descendre tranquillement pour que tout le monde soit relevé, puis levé par ça et aura des bénéfices. Dans les faits, bon, on peut le dire, 40 ans plus tard, puis même 30, il y a peut-être une dizaine d'années au moins, même l'OCDE, la Banque mondiale, etc., ont reconnu que cette théorie économique n'a pas fonctionné, que jamais on a eu autant de création de richesses et jamais eu des écarts entre les riches et les pauvres n'ont jamais été aussi grands. Mais cette théorie-là a été la dominante et malheureusement, je dirais encore, si on regarde ce qu'il fait, par exemple, notre gouvernement à Québec, la même chose, on va aider des entreprises, puis ça va tout régler. Et ça persiste. Mais nous, évidemment, on ne pouvait pas acheter cette vision-là. Alors, on a cherché il y avait une autre vision. Alors, on a cherché de voir comment on pourrait développer, inspirer et mener un développement économique au bénéfice des gens de la communauté, là, la population locale qui vivait dans des situations de pauvreté. Et pour s'inspirer, on est allé voir du côté, ben, ça ne vous surprendrait pas, des modèles autochtones qui avaient été développés dans certaines communautés autochtones, notamment une en Alberta. Il y avait dans les communautés noires, dans les grandes villes américaines, ce qui est ressorti comme mouvement suite à des émeutes, puis en tout cas, vraiment des grandes crises sociales dans les communautés noires, où ce qui est développé des corporations de développement communautaire. On voit aussi dans les milieux ruraux, au Québec et ailleurs, la prise en charge citoyenne pour dire non, c'est pas vrai qu'on va fermer nos villages, on va trouver des manières de se développer. Donc, c'est toutes ces inspirations du milieu rural, des communautés noires, des Autochtones, nous ont amené à créer, dans notre cas, à Pointe-Saint-Charles, la première corporation de développement économique communautaire, mais qui a mené par la suite à la création de d'autres CEDEC dans d'autres quartiers et arrondissements de Montréal, puis aussi dans d'autres villes au Québec. Alors, comme je dis, c'était au cœur de notre action, c'était de faire du développement économique au bénéfice de la population, de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est sûr que quand on voulait commencer à être plus actif dans le développement économique, le gouvernement nous est arrivé, en tout cas, on a fait appel au gouvernement de dire, ben OK, vous allez devenir des entrepreneurs, privés, là, on va vous donner des fonds, vous allez investir dans les entreprises. Encore une fois, dans une communauté où ce que la pauvreté était devenue quelque chose d'intergénérationnel, avec des usines ont fermé, des gens qui ont perdu leur emploi, qui vivaient dans, en tout cas, il y avait une situation qui était pas si simple que ça. Et du jour au lendemain, de dire que Small Bone Loan allait devenir des entrepreneurs puis embaucher d'autres mondes, etc., c'était, quand souvent c'était des problèmes même de base, de littératie, était complètement ridicule. Alors, on s'est pris en charge, puis on a décidé de créer une stratégie de développement économique qui était basée, oui, il y avait une volet d'entrepreneuriat, mais aussi de maintien de la base industrielle pour pas perdre des emplois, donc toucher des questions d'aménagement, des questions d'employabilité, des questions d'alphabétisation de base, etc. Et c'est dans cette période-là où ça a été extrêmement créatif, mais il faut aussi dire que même là, à cette époque-là, la création des CEDEC s'est fait en réaction pas juste à la politique économique dominante, mais aussi à ce que les solutions qu'on apportait pour les gens qui vivaient dans les situations de pauvreté et d'exclusion sociale, c'est-à-dire les programmes d'aide sociale bonifiés. On allait donner 30 de plus si tu faisais 30 heures de la communautaire, si tu retournes les études, etc. Donc, maintenir les gens dans des situations de dépendance, etc. Et nous, évidemment, notre réponse est de dire, c'est pas ça que les gens veulent. Ce qu'ils veulent,
c'est accès à la formation qualifiante et ce que les gens veulent, c'est accès à un vrai emploi. Alors, cette période-là qui a commencé dans les années 80, qui s'est poursuivie pendant au moins une décennie, puis je reviendrai, était vraiment un lieu d'apprentissage pour les milieux sociaux de la chose économique. Ça nous a permis de démystifier beaucoup de choses, de voir comment, c'est souvent, et ça je le dis souvent, c'est que la chose économique, tu sais, on est des sociaux, donc les choses économiques, ça c'est pour des experts, et de réaliser que l'économie, au contraire, c'est une science humaine comme les autres. Il y a des choix qu'on fait, qu'il n'y a pas juste un modèle économique et qu'on peut travailler autrement, vraiment dans une perspective, encore une fois, de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Alors, dans tous ces éléments-là, on a réalisé qu'on avait beaucoup d'outils, mais assez vers après un certain nombre d'années, on s'est dit, est-ce que c'est vrai que même si on fait un schéma d'aménagement qui est de l'allure, même si on travaille sur l'employabilité, etc., sur la création d'emplois, parce qu'on avait des gros problèmes de chômage à l'époque dans la société québécoise un peu partout, est-ce qu'il faut attendre passivement que les entrepreneurs privés décident de venir créer de l'emploi dans notre milieu? Est-ce qu'on ne pourra pas nous-mêmes devenir des entrepreneurs? Puis là, on n'avait pas le vocabulaire d'économie sociale à l'époque. Alors, je me rappelle toujours qu'on a eu de l'argent pour pouvoir créer un fonds d'investissement. Et moi, j'avais insisté pour dire, OK, on peut investir de manière classique dans les entreprises privées en espérant qu'ils vont donner des bons rendements, puis ta. Mais est-ce qu'on pourrait prendre une partie de cet argent-là pour des entreprises qui sont économiquement viables, mais socialement rentables, et donc avec l'accent sur la rentabilité sociale? Et que vous voyez, en tout cas, s'il faut définir l'économie sociale, c'est probablement une des manières de le faire, mais on l'a fait d'une manière assez naïve. Puis c'était dommage à l'époque aussi parce que cette vision entrepreneuriale collective au bénéfice du bien commun, c'est pas vrai qu'on n'avait pas une grande histoire au Québec. On avait toute l'histoire du mouvement coopératif, mais qui avait un peu perdu de vue ses racines. On avait, même dans le milieu communautaire, si on regardait, par exemple, les YMCA qui ont été dans les années 30, les premiers qui ont décidé de mettre en place des systèmes d'éducation aux adultes parce que, pour que l'ouvrier, après son corps de travail, pouvait apprendre à lire, etc., et améliorer son sort. Donc, il y avait plein d'initiatives entrepreneuriales, de logement communautaire, etc., mais on se définissait pas comme des acteurs économiques et pourtant, on l'était sans nécessairement le savoir. Alors, il y a eu toute cette évolution, puis si je vous raconte ça, c'est pour démontrer que quand l'économie sociale a pris son élan en 96 au moment d'un sommet sur l'économie et l'emploi, qui est venu suite à la marche des femmes contre la pauvreté, à la violence faite aux femmes, c'était vraiment basé sur des initiatives et des expérimentations, des actions, des leçons. Des fois, on réussissait, des fois, on ne réussissait pas. Au cœur de l'économie par la revitalisation de nos quartiers, les quartiers centraux de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières et j'en passe. Alors, ça, c'était un peu ce qui est en train de se passer au moment où ce que Lucien Bouchard, en 96, suite au référendum où ce que la société québécoise avait été vraiment fracturée en deux et où il y avait aussi une crise des finances publiques, mais il y a aussi un taux de chômage, en tout cas, je ne me rappelle pas, mais c'était très élevé, 10-12%, où ce qui a convoqué un sommet sur l'économie et l'emploi avec un période de préparation de 6 mois en disant, écoutez, là, le gouvernement seul ne peut pas régler ce problème-là, on n'a pas d'argent, on n'est pas... Alors, on vous lance. Surtout, il regardait les leaders du secteur privé, des gens coutus de ce monde, le président de la Banque de Montréal qui présidait des groupes de travail. Mais il avait aussi créé un groupe de travail qui était issu, encore une fois, de la marche des femmes contre la pauvreté et la violence faite aux femmes, sur ce qu'ils ont appelé l'économie sociale. Alors, je me suis ramassée à la tête de ce groupe de travail avec 6 mois à faire quelque chose. Et encore une fois, on retrouvait les mêmes visions gouvernementales versus la vision qu'il y avait des acteurs communautaires, des acteurs syndicaux et autres sur le développement de l'économie sociale. La vision gouvernementale, c'était, vous allez dessiner de nouveaux programmes d'aide sociale plus
je sais pas, plus sexy, plus chic, etc. Mais ça va essentiellement, vous allez vous occuper des personnes sur l'aide sociale, et il y en avait beaucoup, pendant que nous, et ça va nous permettre de faire nos affaires normalement, puis pas se faire déranger par tout ça. Alors, évidemment, encore une fois, 10 ans plus tard, on a dit, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on est là. Et on a refusé cette vision-là. Et on a plutôt pris, évidemment, la terminologie économie sociale qui nous arrivait beaucoup de l'Europe, notamment, qui était, et très rapidement, même si pour des années après, ils ont continué, puis encore aujourd'hui, à débattre sur la définition, de dire, bon, on va s'entendre rapidement. Quand on parle d'économie sociale, on parle évidemment des organisations, des entreprises qui, comme dans l'économie, produisent des biens ou des services, qui les distribuent, etc. Deuxièmement, c'est collectif. Il y a un aspect de démocratie dans la gouvernance et son rendement est à la collectivité, pas à des actionnaires privés, donc il est inaliénable et il appartient à la collectivité. Et ça nous a permis de reconnaître que cette économie sociale faisait partie de la structure socio-économique depuis un siècle, presque, depuis très longtemps, mais aussi de voir tout le potentiel. Et c'est là où on a eu une possibilité de proposer dans un cadre où il y avait une écoute, non seulement du gouvernement, mais de tous les acteurs de la société québécoise, est-ce que l'économie sociale était capable de faire? Alors, je vous donne juste quelques exemples parce que pour ceux et celles de mon âge, vous le savez, mais des jeunes, des fois, ils pensent que les CPE, c'est quelque chose qui est arrivé parce qu'à un moment donné, un gouvernement qui a passé une belle politique dans ses bureaux à Québec. C'est pas vrai. C'était la lutte des femmes du milieu communautaire depuis des années. Et le formule CPE, c'était proposé par le mouvement qui travaille autour des garderies, etc., des leaders comme Claudette Pitt-Robin, qui est encore active là, 40 ans plus tard là-dedans. Et c'est là où la politique gouvernementale pour créer des CPE est venue, et c'est venu en forme, évidemment, d'organismes sans but lucratif. Le logement, il y avait des acteurs du logement, ils proposaient, ils négociaient, puis c'est au moment du sommet que le programme Axologie est sorti suite à des négociations avec le cabinet du premier ministre, etc., pour dire oui, il faut continuer à aller puis donner des outils pour le logement communautaire. Il y a eu des projets autour de l'environnement, des ressourceries. Il y a eu un soutien accru aux entreprises d'insertion, aux entreprises adaptées qui embauchent d'une manière permanente les personnes vivant avec des handicaps. Puis il y avait aussi un certain nombre de choses, par exemple, on luttait contre cette vision de, tu sais, on va faire travailler des gens sur l'aide sociale pour quelques cents de plus. Alors, ça a été controversé notamment avec les syndicats, avec toutes les failles qu'ils pouvaient avoir, mais au Québec, à ce moment-là, et j'en parle parce qu'un exemple de lutte à la pauvreté, il est en train de se construire un système où on ferait travailler des gens sur l'aide sociale en leur donnant quelques piastres de plus par mois pour aller faire de l'aide à domicile chez les personnes âgées. On trouvait que ça n'avait aucun bon sens, premièrement parce que ce n'était pas des vrais emplois, c'était des programmes de 6 mois, donc les personnes âgées, à tous les 6 mois, changeaient d'intervenant chez eux. Les gens n'étaient pas qualifiés, etc. Alors, on a pu négocier un programme pour la création d'entreprises en aide à domicile. Encore une fois, les salaires, ça demeure toujours un enjeu, etc. Mais par rapport à ce qui est en train de mettre en place comme système, c'était quand même, à mon avis, un progrès. Alors, tout ça pour dire que cette période-là est une période d'effervescence importante et nous avons pu développer l'économie sociale où je pense que la lutte à la pauvreté était une préoccupation qui était relativement transversale dans son développement. Mais on a dit, puis moi je tiens à le répéter parce que souvent c'est un peu le problème, c'est qu'on dit l'économie sociale, ça c'est l'économie des pauvres, là. Vous allez vous occuper de la pauvreté, etc., puis laisser le vrai monde occuper des vraies affaires. Et on a insisté, et j'insiste encore, c'est que la lutte à la pauvreté ne peut pas être l'unique responsabilité de l'économie sociale. Évidemment, ça prend des politiques publiques, des mesures, des filets de sécurité sociale, etc. Le secteur privé a aussi un rôle, tout le monde a un rôle dans la lutte à la pauvreté, mais j'y reviendrai à l'économie sociale, évidemment, un rôle important. Alors, dans les derniers 30 ans, je vois très rapidement, il me reste combien de minutes, s'il vous plaît? À peu près 8 minutes. OK, c'est bon. Alors, tu sais, comme vous le savez, probablement, il s'est construit
tout un écosystème de soutien à l'économie sociale, parce qu'avec une autre logique économique, ça voulait dire il fallait développer des outils financiers qui ne fonctionnaient pas de la même logique, des outils de recherche, de transfert de connaissances, de formation, etc. Alors ça, puis on misait beaucoup sur cette reconnaissance de l'économie sociale dans une économie plurielle jusqu'à l'adoption en 2013 d'une loi cadre qui formalise et qui est adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale que l'économie sociale, effectivement, est une composante fondamentale de la structure socio-économique du Québec. Mais, et le chantier d'économie sociale, qui était une organisation qui fédérait les acteurs territoriaux, les réseaux d'entreprises, les mouvements sociaux, des chercheurs, etc., qui avait un rôle de promouvoir et développer. Je reviens toujours à mon affaire au début. La mission du chantier était de promouvoir et développer l'économie sociale, mais comme une composante d'un autre modèle de développement. Alors, si on regarde depuis ces 30 ans-là, comment on a avancé, comme je dis, je pense qu'on a avancé sur la création de beaucoup d'entreprises, etc., sur cet écosystème, etc. Où est-ce qu'on est encore dans un défi et qui est encore plus urgent et beaucoup plus urgent que c'était à l'époque, c'est ce modèle de développement, parce que non seulement par rapport à la question de la pauvreté, mais aussi par rapport aux défis écologiques. Et les experts du groupe GIEC l'ont dit, si on ne change pas de logique économique, on ne résout pas la crise environnementale. Alors, s'il y a une chose, je dirais, qui pour moi, demeure important et peut-être encore plus important que jamais, c'est cette nécessité de lier l'action à court terme dans le développement de nos communautés, dans la réponse à la pauvreté à court terme, mais dans une vision et dans un mouvement pour une transformation de notre logique économique. Et malheureusement, on a vécu beaucoup de recul parce que beaucoup de cette capacité d'innover, d'avoir des approches, que ce soit des entreprises d'insertion ou autres, c'était parce qu'on avait des lieux de dialogue social. Et ces lieux de dialogue social, que ce soit des CEDEC, des CLD, en tout cas, je ne ferai pas toute la nomenclature, on les a perdus. Et donc, ils se reconstruisent heureusement présentement. Moi, j'ai impliqué, par exemple, à Montréal dans le Transition en commun, qui est une alliance assez large autour de la transition socio-écologique. Mais puis qu'on voit au niveau des municipalités, les choses sont en train de bouger. Il y a des fondations privées, il y a de réconciliation d'ailleurs avec le vieux mouvement coopératif, etc. Donc, il y a de plus en plus de convergence, mais on est quand même dans un désert sur les politiques publiques de mise en place des conditions qui vont nous aider non seulement à avancer à court terme dans la lutte à la pauvreté, en mettant ensemble toutes nos meilleures idées et notre capacité d'innovation, mais aussi dans cette capacité de transformation. Alors, rapidement sur les enjeux d'aujourd'hui, comme je dis, je pense je vous apprends rien. On a deux défis immenses. On a le défi écologique, on peut pas en parler assez, on le sait. Puis on a le défi de développement inclusif et une réduction, une élimination de la pauvreté. J'utilise pas le mot croissance parce que même la notion de croissance, c'est ce que l'OCDE utilise, mais il faut aussi, je crois, remettre en question. Alors, tout ça pour dire que si on veut faire le bilan de l'économie sociale, je pense que sa contribution a été importante par les résultats concrets, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Premièrement, pour rappeler à l'État, et ça, ce mouvement, son rôle dans la redistribution de la richesse, dans la mise en place et le maintien et le renforcement des programmes sociaux, etc. Un rappel et même des contraintes sur le privé, premièrement en termes de payer son propre part en termes d'impôts, mais aussi dans ses responsabilités d'entreprise. Mais je crois qu'effectivement, l'économie sociale, plus que jamais, doit démontrer la voie d'une manière très, très concrète. Et là, je vais dire que moi, je suis plus sur le terrain. Alors, je pense que c'est M. Gosselin qui va pouvoir probablement nous donner des idées, parce que les meilleures idées par rapport à la vision de la pauvreté qui est aussi changée, parce qu'on sait que maintenant, c'est les gens qui travaillent qui vivent en situation de pauvreté. On avait beaucoup moins avant. Alors, il faut créer des conditions pour que, au milieu, au niveau sur le terrain, là, ce qu'on avait avant, qui nous a permis beaucoup de créativité,
de donner les outils et permettre à des collectivités de travailler ensemble pour trouver ces solutions-là. Et ça, il n'y en a pas un modèle où il y a une panoplie de choses à faire. Mais aussi, je pense que plus important que jamais, il faut aussi trouver une manière de se joindre à d'autres pour que les logiques économiques qui dominent les politiques économiques au Québec et ailleurs, que les façons de faire, que les investissements de l'État, etc., soient réorientés pour un développement économique qui est beaucoup plus inclusif, qui nous permet de lutter contre la pauvreté, contre les changements climatiques et évoluer vers un autre modèle de développement. Alors, je pense que je vais arrêter là en disant que je sais que dans tout ce qu'on a réalisé aussi, il y a des leçons à tirer sur les travers de certaines de nos réalisations. Je prends l'exemple des CPE. On espérait que les CPE, pour les mères les plus visant plus d'exclusion, soient une façon pour elles de s'en sortir. Puis on se rend compte, je ne sais pas si les chiffres ont changé à un moment donné, que ces femmes-là étaient peut-être celles qui utilisaient le moins les CPE. On a vu dans certains cas comment il faut pas juste viser la pauvreté, l'alimentation scolaire, on essaie, en tout cas, pour Cantine pour tous, c'est un exemple, de dire on va desservir tout le monde pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation. Puis, alors, il y a toujours le piège que l'économie sociale devient l'économie de pauvres, là, ça, c'est des affaires pour les pauvres. Il faut éviter ça, mais en même temps, il faut revoir l'ensemble de nos pratiques puis assurer que ce soit dans le court terme ou le long terme, que l'enjeu de la pauvreté et de l'exclusion sociale soit au cœur de nos préoccupations, autant pour planifier nos interventions que pour évaluer l'impact et les réussites de nos actions. Alors, je pense que je vais arrêter là, puis on va discuter ensemble tantôt. Merci beaucoup, Nancy. Il restait 2 minutes, mais ça nous rajoute du temps de discussion tout à l'heure. C'est très précieux ce que vous avez présenté. Alors, merci beaucoup. Vous trouverez dans la discussion là, à droite de votre écran, les liens vers les livres de Nancy, les dépliants des livres. Alors, il y a une version en français, 30 ans d'économie sociale au Québec, un mouvement en chantier, et il y a aussi une version en anglais. Donc, vous avez les liens dans le chat. Alors, on s'est entendu avec les conférencières et le conférencier que les questions vont être concentrées après les présentations. Donc, à ce moment-ci, j'invite Jean-François à intervenir. Oui, merci. Je trouvais plus où est-ce que je désactivais mon micro ou je le réactivais. Donc, merci beaucoup, en fait, merci beaucoup, Nancy, pour ce grand tour de l'économie sociale. Puis, ça me permet justement de poursuivre quand Nancy disait qu'il y a eu un recul au cours des dernières années. Ça nous a impacté sur la capacité d'innover, ça a détruit des lieux de dialogue social. Je pense que euh, actuellement, c'est un peu les défis qu'on a quand on veut utiliser le véhicule de l'entreprise d'économie sociale pour faire de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion. Il y a déjà des véhicules existants, Nancy en a nommé, là, on les CPE, tout ce qui est à Montréal-Nord, la CHAPEM est très présente, là, la Société d'habitation pour l'Est de Montréal. Il y avait des accorderies qui étaient là, qui avaient été partis oui, soutenus par Parole d'exclus. On a, bon, des entreprises d'insertion, là, il y a Renaissance qui est sur le territoire aussi, mais nous, on travaille activement, entre autres, avec d'autres, là, dont Insertec, à essayer de voir comment on peut amener aussi ce modèle-là à Montréal-Nord, parce que quand ça a été construit, ce modèle-là, ben, Montréal-Nord était un quartier plus favorisé. Donc, développé comme une banlieue, ça demeurait un quartier très favorisé jusqu'au milieu des années 80. Et ensuite de ça, on a vu vraiment des grands changements qui ont en partie par l'ouverture des marchés. Donc, on a perdu énormément de notre base de manufacturière, mais aussi, on a vu tranquillement la démographie se transformer aussi. On est devenu de plus en plus un territoire d'accueil pour
plusieurs nouveaux arrivants. Aujourd'hui, 75% des résidents de Montréal-Nord, ce sont des gens de première qui sont arrivés ici, soit qui sont nés à l'extérieur du Canada, ils sont arrivés ici. Ça, c'est 50% des gens qui restent à Montréal-Nord actuellement, donc ils sont des nouveaux arrivants. Puis, on a 25% des gens qui sont nés ici, mais de parents qui sont nés à l'extérieur. Donc, on est maintenant dans un territoire vraiment où il y a une grande richesse au niveau des communautés qui sont présentes, mais ça amène aussi des enjeux d'inclusion, bien entendu, dans la nouvelle société d'accueil pour ces personnes-là. Et donc, nous, le pôle, on a été réactivé en 2017. Les reculs que Nancy mentionnait là, sur nos lieux de dialogue social, les centres locaux de développement, les corporations de développement économique communautaire et énormément d'autres lieux. On peut parler des forums jeunesse, conférences régionales des élus. Enfin bref, il y a eu un changement, je pense, de la vision étatique quant à l'appropriation du développement économique autour de 2015. Il y a eu énormément de choses qui ont été changées. Et à Montréal-Nord, en 2017, 2 ans plus tard, les acteurs locaux ont fait le constat que si on voulait continuer de travailler de l'inclusion sociale et économique sur le territoire, on avait aussi besoin d'avoir une organisation de développement économique qui était là spécifiquement pour essayer de tranquillement jouer l'intermédiaire entre le développement économique un peu plus classique puis les enjeux sociaux qui sont sur le territoire. Donc, ils ont remis en place une organisation de développement local et c'est le pôle. Donc, notre objectif à nous si on n'est pas un organisme de développement économique standard, c'est-à-dire que dans la mesure où d'habitude, ce qu'on a comme vision quand on met en place un organisme de développement économique, c'est qu'on essaie, par cette organisation-là, à créer un environnement favorable pour attirer des investissements de l'extérieur. Notre objectif à nous, c'est vraiment de travailler avec les leviers économiques locaux qu'on peut avoir pour développer des milieux de vie, favoriser, dans ce cas-ci, dans notre cas, on travaille beaucoup des processus d'inclusion sociale et économique avec plusieurs autres partenaires sur le territoire. Bien sûr, cette vision-là est très large, mais notre mission est quand même d'utiliser les leviers économiques qu'on peut avoir au niveau local pour pouvoir favoriser cette inclusion-là, faire de la lutte à la pauvreté. Fait que c'est sûr que moi, je suis en accord avec le propos aussi de Nancy sur le changement de modèle. Hein. On a actuellement un modèle, puis on le voit de plus en plus, qui produit malheureusement énormément d'iniquités, que ce soit juste dans la répartition des revenus, c'est assez criant. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y aura une grande réflexion à faire le plus vite possible sur ce modèle-là, on le souhaite. Mais au niveau local, nos leviers d'action donc on est plus axé sur qu'est-ce qu'on est capable de structurer comme projet pour répondre aux enjeux qui sont là actuellement en fonction des leviers qui nous sont donnés, en fait, ou en fait du contexte économique ou de la structure de l'économie qui sont donnés. Fait que c'est sûr qu'on est plus dans la mise en place de remèdes correctifs à l'exclusion et à la pauvreté plutôt que de proposer un changement de modèle. C'est sûr on a des organisations de représentation qui portent ces messages-là, mais au niveau local, c'est un petit peu plus limité. Donc, ce qu'on fait, effectivement, donc on est plus dans une espèce de mise en place de remèdes correctifs aux enjeux de pauvreté et à l'exclusion. Puis c'est ce à quoi on travaille à Montréal-Nord dans le cas du pôle. Donc, en fait, quand j'ai été approché justement pour faire partie aussi de ce panel-là, la réflexion qu'on avait, nous, localement, c'était de se dire, l'économie sociale et l'entreprise d'économie sociale serait un véhicule hyper intéressant dans certains secteurs d'activité. Hein, ça réglera pas le tout, mais il sera très intéressant pour pouvoir transformer ou enfin avoir certains leviers. Mais encore une fois, excusez-moi, j'ai été comme un peu déconcentré par le changement à l'écran. Mais donc oui, excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, en fait, là, j'ai perdu en fait l'idée donc oui, l'économie sociale peut être intéressante, mais encore, il faut être capable de la faire émerger. Et c'est la réflexion qu'on avait, que moi j'avais, parce que j'ai travaillé pendant quand même quelques années sur des processus d'émergence d'entreprises d'économie sociale dans divers milieux. Et c'est tout le travail d'émergence, en fait, qu'on a perdu au cours des dernières années. On parlait de lieu de dialogue, de capacité d'innovation
innover. Je pense que pour mettre en place une entreprise d'économie sociale qui va répondre aux enjeux de pauvreté qui sont toujours un peu mouvants aussi et d'exclusion, on a besoin d'avoir des outils qui viennent nous soutenir et soutenir les communautés dans l'émergence de ces projets-là. Puis ce qui actuellement, je pense, qui malgré bon la volonté de plusieurs acteurs, je pense que c'est là le plus grand manque pour les communautés. Quand on parle de mettre en place une entreprise d'économie sociale en réponse à des enjeux sociaux, ben c'est sûr que c'est un projet c'est un très beau projet, mais c'est un vaste programme aussi, dans la mesure où l'entreprise, ben, elle a une dualité, c'est-à-dire qu'effectivement, par un processus de production d'un bien ou d'un service là, qui est échangé sur le marché, donc il y a une certaine part qu'on appelle des revenus autonomes, mais on vise aussi, soit à l'intérieur du processus de production ou comme finalité, de venir toucher des enjeux sociaux. Donc, c'est pas simple de s'inscrire dans une logique économique où on travaille vraiment des concepts d'efficacité le plus possible pour que le coût à la fin, qui est pas nécessairement le coût total de la production, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont externalisées et non prises en compte dans le coût, mais le coût de vente à la fin soit le plus bas possible pour pouvoir être capable justement d'aller chercher un tel revenu. Donc, c'est sûr que c'est un modèle qui est quand même assez difficile à mettre en place. Dans certains secteurs d'activité, souvent, on a besoin d'avoir soit dans l'émergence ou encore dans la production de façon relativement récurrente, on a besoin d'avoir un soutien de l'État qui va nous permettre justement d'avoir cet impact social-là, soit à travers la production, soit dans la résultante ou dans les deux aussi même à plusieurs reprises. Mais donc, pour mettre en place, moi, souvent, on réfléchit dans le cadre de Montréal-Nord, on voit des opportunités qui pourraient s'offrir à nous pour mettre en place ce type d'entreprise-là, mais on fait le constat que ça peut prendre 3 à 5 ans entre le moment où on est en train de réfléchir à ça, puis le moment où on va trouver le modèle d'affaires, puis qu'on va être capable de trouver l'investissement nécessaire pour soit faire les études et trouver le modèle d'affaires ou encore mettre en place cette entreprise-là. Cet investissement-là, actuellement, ben, il est plus fait, en fait. Donc, on a déjà eu des agents de développement locaux qui étaient là, justement, ancrés dans leur milieu, qui comprenaient les logiques et les enjeux des uns et des autres, que ce soit des organisations ou encore les besoins des différentes populations qu'on souhaite soutenir ou à travers ou inclure à travers les projets d'économie sociale, mais donc qui étaient en mesure de regarder quelles étaient les contraintes et les opportunités possibles et tranquillement travailler à trouver l'idée ou idéer en fait finalement le projet comme tel pour que ensuite de ça on soit capable de tranquillement soutenir aussi l'émergence et mettre en place les différentes conditions nécessaires pour que le projet puisse voir le jour. Puis c'est ça en fait qui, je pense qui est le plus grand manque. Tu sais, Nancy a commencé en disant est-ce que l'économie sociale participe à la lutte à la pauvreté et à l'exclusion? Bien sûr qu'elle participe. Est-ce qu'elle pourrait jouer un plus grand rôle encore? Je pense que c'est là où la réponse est oui, mais est-ce qu'on se donne les moyens nécessaires pour qu'elle puisse justement jouer ce plus grand rôle-là sans nécessairement la laisser cantonner à une économie des pauvres? Moi, je pense que à Montréal-Nord, quand on regarde bon, c'est sûr qu'on fait face à des gens qui sont en situation de vulnérabilité, entre autres vulnérabilité économique, en situation d'exclusion. Mais quand on regarde où est-ce que ces gens-là travaillent, ben, on se rend compte effectivement qu'on a une personne sur 5 qui travaille en commerce de détail, on a une personne sur 5 qui travaille en agence de placement, en santé souvent. Ensuite de ça, on a un autre bout de notre population qui va travailler dans la fabrication, mais on a des gens qui sont à l'emploi, qui ont un taux d'activité intéressant, qui ont un taux de chômage qui maintenant, tranquillement, est toujours plus élevé que la moyenne nationale, mais tant ce gap-là entre le taux de chômage de Montréal et le taux de chômage de Montréal-Nord tend à se résorber. Mais malgré tout, on se retrouve quand même dans des situations où on est un travailleur pauvre, c'est-à-dire qu'on travaille, mais on n'arrive juste pas à se sortir de cette spirale de pauvreté-là. Donc, on a de plus en plus de gens qui vont avoir un travail à temps plein, mais vont avoir aussi une petite activité entrepreneuriale, entre autres,
à côté, pas parce qu'ils pensent, pas parce que ce sont des entrepreneurs qui se disent on va se lancer en affaires, mais tout simplement pour être capable de faire face à l'ensemble des contraintes financières de leurs contraintes et des contraintes financières de leur famille pour pouvoir y vivre. Donc, on a besoin aussi de travailler l'emploi. C'est là où je m'en allais. Donc, on a besoin d'être capable de développer aussi des emplois de qualité pour les gens à Montréal-Nord. Puis je pense que l'entreprise d'économie sociale est aussi une forme possible pour justement, déjà juste si on était en mesure de créer de l'emploi avec un revenu adéquat, mais déjà là, on serait déjà dans une optique de vraiment améliorer et probablement être encore plus inclusif dans notre façon de concevoir l'économie. Aussi, peut-être, donc, quand je disais, bon, faut être là dans le milieu, faut travailler avec les gens, faut que les gens puissent s'approprier le modèle. Puis, tantôt, je reviens aussi à ce que Nancy disait sur le fait que l'économie sociale, ce n'est pas une économie pour les pauvres. Nous, on peut se le dire entre nous. Il est clair que ce modèle-là doit être aussi apporté, ou cette lecture-là de l'économie sociale doit aussi être apportée aux gens qui sont dans les communautés pour qu'on puisse partager les valeurs avec eux, mais aussi, il faut comprendre on a plusieurs personnes qui sont issues, dans le cas de Montréal-Nord, qui sont issues de pays qu'on dit en voie de développement économique, mais donc qui ont déjà vécu des processus de coopération ou d'entreprise dans une perspective justement de l'économie pour les pauvres. Donc, il faut aussi être capable de changer cette vision-là aussi. Donc, on a besoin de continuer de communiquer sur ces valeurs-là. Quand on parle de valeurs de démocratique, les valeurs de démocratie, en fait, les valeurs collectives, mais il faut aussi se dire que c'est un modèle la participation citoyenne à Montréal-Nord, puis là, j'ai vu tantôt, là, on a des gens aussi de Parole d'Exclus qui sont là avec nous, c'est pas une mince affaire. La participation citoyenne dans un contexte où on est en mode, je vous dirais, où on a beaucoup de gens qui sont en situation de vulnérabilité, c'est pas simple de les mobiliser puis de les amener à participer. Donc, on a développé toutes sortes de façons de faire qui sont très, très innovantes. Mais donc, il y a un défi là aussi qu'on a à aller chercher ces gens-là puis de les amener dans ce processus de prise en charge de l'économique par l'entreprise d'économie sociale ou par d'autres processus. Mais on a aussi un défi à ce niveau-là qui nous demande un investissement qui est pas exempt de temps. Puis finalement, je pourrais juste dire que bon, sur le rôle de l'État, je suis absolument d'accord. Je pense qu'on a si on veut voir à l'émergence déjà de projets, il faut être capable d'investir dans des agents terrain qui vont être là pour saisir les opportunités, développer des modèles, amener les gens aussi à se rapproprier ces modèles-là. Je pense que l'État doit aussi, à un moment donné, se commettre pour pouvoir venir soutenir ces projets-là. Et en fait, je pense que là-dessus, on ne demande pas quelque chose de différent des autres secteurs d'activité. L'État est excessivement présent dans les pays développés pour soutenir des secteurs entiers d'activité. On fait juste regarder qu'est-ce qui est en train d'arriver avec le secteur de la batterie au Québec. Je veux dire, on n'est pas là en train de demander la charité. Là, on le fait dans la batterie. Ça s'est fait dans le jeu vidéo avant, avec tout le soutien qu'il y a eu auprès des entreprises. Ça s'est fait dans la pharmaceutique. Ça se fait aussi dans les ressources naturelles. L'État est présent un peu partout en venant soutenir directement ou indirectement des grands pans de nos secteurs économiques. Donc, je pense que à ce niveau-là, si en plus on était capable, ou enfin s'il y avait une ouverture à la compréhension de ce qu'on est capable de faire en plus avec l'investissement étatique dans l'amélioration du sort économique de plusieurs de nos résidents, puis dans l'inclusion aussi qu'on serait capable d'amener à travers ces processus-là, je pense qu'on serait gagnant. Mais c'est ça, je voulais juste mentionner que bon, le rôle de l'État est quand même assez structurant dans ce type d'entreprise-là, mais c'est pas exceptionnel là, dans le cadre du secteur d'activité de l'économie sociale ou peu importe d'autre. Je vous laisserai peut-être rapidement, des fois on se demande qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. Des projets d'économie sociale. C'est sûr que nous, on regarde encore, puis on est toujours en train de réfléchir. À Montréal-Nord, on a bon, c'est sûr, une population jeune qui est quand même plus élevée que ce qu'on peut avoir sur le reste de l'île de Montréal. Donc, la jeunesse est quand même bien présente. On a un secteur, par exemple, de réparation d'ateliers mécaniques qui est aussi très, très présent. Puis, on a actuellement des entreprises publiques et parapubliques qui se dotent de flottes de véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables. Donc,
on a idéé, mais là, on est limité par nos moyens, mais de se dire, ben, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une espèce d'entreprise école ou une entreprise d'insertion pour faire cette réparation-là? Puis en fait, je vous fais juste mentionner ça, puis là, il faudrait avoir un signal clair d'une entreprise publique ou parapublique pour venir nous soutenir dans le développement de ce modèle-là, parce que c'est quand même complexe. Mais des projets d'économie sociale, on pourrait en avoir dans énormément de secteurs d'activité. Je pense que actuellement, il nous faudrait une plus grande volonté publique de développer ces projets-là. Puis je pense que c'est là que ça bloque actuellement. C'est sur cette volonté publique-là. Il y a quelques années, à Montréal, on vivait tous les impacts de la corruption et des appels d'offres un peu truqués. À un moment donné, il y avait l'idée de racheter une usine à asphalte pour pouvoir se vendre, en fait, que la ville puisse avoir son propre usine à asphalte. Ça aurait été un créneau parfait. Je pense que l'économie sociale, par son mode, est quand même adaptée et pourrait s'adapter dans plein de créneaux. On le voit déjà. Je pense que vous avez juste à aller voir les chiffres sur le chantier de l'économie sociale. C'est présent à énormément d'endroits, mais on a besoin d'avoir une volonté claire, là, publiquement, puis un investissement pour pouvoir, autant en amont dans le développement de projets qu'après ça en soutien aux projets qui pourraient émerger. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. C'était très, très éclairant. Ça nous amène évidemment des inspirations là à partir de cet éclairage situé, et ça nous amène aussi à comprendre la complexité des réalités des organisations comme le pôle. Donc, merci beaucoup. Alors jusqu'ici, nous avons surtout entendu des réflexions à partir des actions du terrain. Ça ne veut pas dire que la prochaine intervention n'est pas non plus inspirée du terrain, mais il y a aussi l'aspect ou le volet recherche qui va être évoqué, et ça va être fait par notre collègue Sonia Théo Rosas. Sonia, qui est membre du CRISE, membre du comité exécutif du CRISE, plus spécifiquement, elle est directrice adjointe. Alors, Nancy, OSC, c'est l'axe organisation sociale et collective du CRISE. C'est un des 4 axes du CRISE, et Sonia a été avant moi aussi co-responsable de cet axe-là. Et actuellement, Sonia a aussi la responsabilité comme co-directrice de l'IUPE, incubateur universitaire en incubateur universitaire Parole d'exclus. Voilà. Donc, Sonia est experte de différents domaines de recherche, développement des communautés locales, économie sociale et solidaire, évidemment, entreprise sociale et collective, finance solidaire, innovation sociale, différentes approches méthodologiques dans les recherches en innovation sociale, etc., etc. C'est lent, mais vous ne serez pas déçus. Elle va en parler dans sa présentation du volet recherche et de ce dialogue entre le monde de la recherche en économie sociale d'un côté et le monde des actions ou du terrain. Alors, je te donne la parole, Sonia. Merci Lova et merci beaucoup Nancy pour cette trajectoire de l'économie sociale, pour nous rappeler la trajectoire de l'économie sociale ici au Québec, puis les liens avec la lutte à la pauvreté et l'exclusion. Je pense que c'est très porteur, important aussi pour les nouvelles générations, pour se rappeler de où cette forme, cette proposition d'économie est née. Et merci Jean-François pour nous ramener à une réalité concrète, comme on disait Lova, une réalité située, et pour se poser des questions vis-à-vis de cette réalité. Donc, ça ne reste pas dans l'abstrait. Moi, je vais venir sur 3 aspects. Je réfléchissais comment partager ce que je vois en lien avec la pauvreté, l'exclusion et l'économie sociale. Puis, j'ai ciblé 3 aspects. D'abord, je vais revenir sur le sujet de la pauvreté. Puis, je vais toucher quelques aspects qui me paraissent, des éclairages théoriques qui me paraissent porteurs.
Et enfin, des pistes à partir pour l'économie sociale, mais en faisant les liens avec la contribution de la recherche. Donc, si je viens sous la pauvreté, là, c'est pas nouveau. On sait que la pauvreté est multidimensionnelle. Donc, c'est pas juste la pauvreté économique. Et longtemps, c'était les indices de pauvreté économique qui étaient mis à l'avant pour parler de pauvreté. Et là, je vais faire référence à une étude qui a été publiée, ça fait pas longtemps, par le mouvement international ATD Carmonde. C'est intéressant, c'est à partir d'une recherche en collaboration avec l'Université d'Oxford, mais encore plus, c'est pas juste en collaboration avec chercheurs, mais c'est avec les personnes qui souffrent les situations de pauvreté et exclusion. Et la recherche apportée, et c'est le nom qui donne à le rapport, sur les dimensions cachées de la pauvreté, il a été mené dans 6 pays différents, dans différentes parts du monde, Bangladesh, Bolivie, États-Unis, France, Royaume-Uni, Tanzanie, pendant 3 ans. Et comme je disais, en faisant, ATD Carmonde le fait beaucoup, en utilisant, en mobilisant la méthodologie de croisement des savoirs entre les professionnels qui travaillent avec des groupes, les gens qui souffrent de la pauvreté, puis des universitaires. À partir de cette étude, c'est que c'est nouveau, ils font ressortir 9 dimensions de la pauvreté dans différents les regroupent dans différents autour de différents sujets, mais si j'ai fait allusion aux 9 dimensions, la dépossession du pouvoir d'agir, la souffrance, autant dans le corps que dans l'esprit et le cœur, les combats et la résistance, la maltraitance institutionnelle, la maltraitance sociale, les contributions non reconnues des pauvres, les manques de travail décent, les revenus insuffisants et précaires, les privations matérielles et sociales. Et tout ça, les 9 dimensions contextualisées dans les sens en prenant en considération les contextes, les politiques publiques, même les contextes environnementaux. Et de cela, je pars aux éclairages théoriques. Là, je suis retournée sur les écrits en lien avec l'économie sociale et solidaire produits en Amérique du Sud. Et notamment, je suis retournée à ce que José Luis Coraggio écrit sur l'économie solidaire. Il a un ouvrage sur l'économie solidaire et le travail avant le capital. Et c'est intéressant, et ça, les constats, et Nancy l'a souligné, et Jean-François aussi, le problème de la pauvreté est si complexe qu'il ne peut pas être porté juste par l'économie sociale. Et Courageux le fait aussi. C'est difficile de mettre dans les épaules de l'économie sociale comme seul acteur qui pourrait porter les problèmes, c'est pas réaliste. Encore plus si on ajoute à cela les enjeux actuels liés aux enjeux environnementaux. Et ça, d'un autre côté, puis en pensant à ça, je me suis dit, bon, quelle est l'inspiration théorique? Comment la recherche pourrait donner quelques éclairages pour penser au rôle de l'économie sociale en lien avec la pauvreté et l'exclusion? Et là, je suis retombée, et peut-être parce qu'on travaille actuellement là-dessus, sur la justice sociale, notamment sous le cadre qui est proposé par Nancy Fraser. C'est le cadre qui inspire en partie notre actuelle programmation scientifique, aussi UCRIS, et où on a écrit aussi. Et juste pour revenir au cadre, comment nous éclairer pour la réflexion, autant à partir du terrain que de la recherche. Je rappelais que c'est un cadre qui analyse les inégalités comme forme d'injustice. Donc, ces inégalités, selon les cadres de Nancy Fraser, ils peuvent être d'ordre économique et donc liées à la dimension de la distribution, la condition d'emploi, la pauvreté économique, etc. Et d'ordre culturel, donc un déni de reconnaissance. Un déni de reconnaissance qui est en lien avec l'invisibilité de certains groupes. Donc, par exemple, Jean-François, en parlant de la réalité de Montréal-Nord, il soulignait la réalité de la population migrante de nouveaux arrivants. Puis, à l'ordre politique, un déni de représentation politique, et représentation politique au sein
des collectifs au sein des organismes, mais aussi la représentation politique plus large. Et à partir de cela, quoi faire? C'est intéressant parce que c'est un cadre qui ne reste pas juste dans les constats. Donc, dans les quoi faire, Jean-François faisait déjà allusion à des remèdes, à des réponses. Nancy Fraser appelle aux réponses possibles des remèdes. Donc, des remèdes correctifs qui existent, qui sont intéressants, qui agissent sur des injustices, mais sans remettre forcément en cause les sources des inégalités. Et dans certains cas, les remèdes collectifs vont contribuer à une certaine stigmatisation des groupes qui sont déjà exclus. Puis, un autre groupe de remèdes, les remèdes transformateurs, qui invitent à agir sur la racine des injustices, donc des changements dans les structures, mais qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Donc, dans ces cas, et elle propose à ce qui appelle des réformes non réformistes, donc des changements qui, tranquillement, à moyen ou long terme, vont contribuer à des changements de la structure, des changements plus profonds, qui vont ouvrir la voie à des transformations plus profondes. Et par exemple, si on passe à des exemples concrets, les logements en coopérative d'habitation, et c'est intéressant parce que c'est des formes de donner des réponses à des problématiques qui sont vécues par des personnes peut-être en pauvreté et exclusion, mais aussi qui va au-delà de cela, qui va à des formes collectives de gérer les logements, mais aussi qui freinent les spéculations du marché immobilier. Enfin, si on revient à l'économie sociale et solidaire, si je reviens aux réflexions de José Luis Coraggio, et moi je pense qu'il faut souligner l'importance de reconnaître, de valoriser diverses expressions économiques. Des expressions économiques que dans certains cas, ce sont des pratiques ancestrales, des pratiques qui ne sont pas nouvelles, mais qui pourraient être renouvelées. C'est intéressant ce que disait Nancy tout à l'heure, pour s'inspirer quand l'économie sociale a commencé à se bâtir dans ces noms qui ont donné économie sociale, l'inspiration qui est allée chercher aussi dans des pratiques des Premières Nations. Donc, dévaloriser des pratiques qui ne sont pas des pratiques dominantes, et si on pense à la réalité concrète du Québec, où l'écosystème de l'économie sociale est si solide et comporte des outils adaptés aux spécificités des organisations collectives, pensez aussi à comment disposer actuellement des outils qui sont adaptés à la réalité des groupes et des territoires défavorisés. Donc, ce que disait Jean-François, c'est adapter, très bien adapté au collectif, donc revenir, comment les adapter aussi pour des groupes qui sont défavorisés et qui sont pas, qui souffrent des besoins de base. Comment soutenir les initiatives économiques collectives. Puis, en vous écoutant aussi et en tenant en considération ces besoins, je pense, de repenser l'économie, de politiser les pratiques moins visibles, peut-être, je me dis, un courant intéressant du point de vue de la recherche, c'est de mobiliser les cadres Gibson et Graham, l'économie de communauté, qui font cela, valoriser des pratiques qui ne sont pas dominantes, mais qui font partie de l'économie. Et avec cela, de repenser l'économie, de ne pas faire les synonymes entre marché et économie, parce qu'il y a différentes formes de faire l'économie. Mais merci beaucoup et on ouvre les micros. Je laisse Lova pour les questions. Merci beaucoup, Sonia, pour ce complément qui apporte donc des réflexions sur le volet académique. Les publications mentionnées par Sonia, merci, c'est très généreux, sont indiquées aussi dans le fil de conversation. Donc, si vous êtes intéressé à ces références-là, elles sont disponibles. N'hésitez pas. Alors, maintenant, on va passer à la période d'échange, de questions, de commentaires. Et je vais donner quelques consignes avant de commencer. Donc, il y a deux possibilités
participer, il y a évidemment la main virtuelle. Si vous êtes familière et familier avec cet outil, elle se trouve parmi les options de Zoom sous le symbole réaction au bas de votre écran. Donc ça, c'est une première possibilité. Et une deuxième possibilité de participation, c'est via le fil de conversation ou le chat, comme le disent les plus jeunes. Pour être équitable, moi, l'animatrice, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner. Donc, on va commencer avec une question directe, puis je passerai à une question qui est dans le chat et ainsi de suite. Je vais alterner de cette façon-là parce que je vois qu'il y avait déjà au moins 2 questions dans le chat. Donc, on va commencer. Je vais regarder. Chantal La Tendresse, allez-y. Bonjour. Dans le fond, j'ai participé dernièrement. Ça m'interpelle beaucoup toutes vos interventions. Merci beaucoup d'avoir partagé. Je vais rebondir un peu sur Jean-François, si je me trompe bien, et sur Nancy pour dire la difficulté de mettre en œuvre par rapport aux instances, comment je pourrais dire, d'argent. Par rapport aux municipalités, les municipalités cherchent beaucoup l'argent, mais aussi le paraître. Puis depuis quelques années, le côté vert est très, très populaire. Donc, on met certaines politiques vertes d'avant dans les municipalités, mais on investit très peu et on coupe énormément sur le communautaire. Ça, c'est pas un secret pour personne. Et ça donne une grosse charge pour les OBNL puis pour les communautaires. Après d'être partie de Montréal, je suis rendue en région, puis en région, c'est un petit peu plus lent à fonctionner. Puis avec la crise du logement, ben je me rends compte, en étant en communautaire à Montréal, je m'étais rendu compte que la crise du logement était là depuis beaucoup plus longtemps qu'on en parle en région, mais les logements qu'on réserve aux familles sont souvent très, très, très pourris, sont très mauvais état. Et il y a une autre injustice qui se rajoute à ça, c'est que pour se défendre à la régie, maintenant, c'est surtout en visioconférence. Donc, ça met une coche de plus pour les gens qui sont exclus et qui sont en pauvreté et qui peuvent difficilement se défendre parce que certains travaillent au minimum. Donc, ils peuvent pas avoir la régie du logement. Puis, ils se retrouvent avec des problèmes de santé et qui peuvent plus se défendre parce qu'ils sont pas à même de pouvoir se défendre. Ici, où est-ce que je suis, j'ai essayé de... Je vais ouvrir une parenthèse parce que je pense qu'il y a un problème aussi dans vouloir organiser des initiatives pour sortir de la pauvreté, mais la pauvreté, comme vous avez dit tantôt, c'est global. C'est pas juste économique. Puis avec le coût des aliments, il faut surtout miser sur l'autonomie des gens aussi. Leur réapprendre à prendre une autonomie, leur réapprendre à avoir une valeur personnelle. Puis je pense que justement verdir une ville, avoir accès à de l'alimentation saine, commence par pouvoir avoir accès à un petit potager, à avoir les éléments pour se subvenir soi-même et avoir du temps pour le faire aussi. Parce que quand on travaille dans une usine de 6 heures le matin à 6 heures le soir en s'occupant des enfants, c'est un peu difficile. Fait que bref, ici, il y a eu une répatriation d'une famille dans un HLM avec des immenses terrains. C'est comme des duplex. Puis, ça avait été entendu lorsque la personne est déménagée dans ce HLM qu'il y aurait justement un jardin d'un type incroyable comestible pour justement unifier les gens, pour apprendre, pour enseigner, pour tout ça. Mais comme une grosse compagnie que je vais nommer Medway construit un immense édifice à côté qui veut vendre des condos à 2000 $ des 3,5, bien là, ça paraît mal d'avoir un HLM à côté. Donc, il y a cette problématique-là qui rentre en ligne de compte. Donc, l'initiative qui avait été pour sortir les gens de la pauvreté, de leur donner une valeur sociale, a été écrasée par l'influence de Medway qu'il y a eu sur les voisins qui ont commencé à faire des pressions pour que ces gens-là cessent
leur jardin. Puis pourtant, c'est un immense terrain. Là. Je dirais qu'il pourrait y avoir une vingtaine de voitures qui se stationnent sur ce terrain-là. C'est toute une lutte parce que on réalise ici que finalement, le côté paraître passe avant le bien-être. Puis on réalise aussi qu'il y a beaucoup de logements, puis ça, c'est avec l'association des locataires de HLM que je m'en rends compte aussi que très peu d'argent sont mis dans comme l'entretien des HLM et comment je pourrais dire, des logements sociaux. Et ça finit par ghettoiser encore plus les gens parce qu'il n'y a aucune initiative positive qui vient pour ces gens-là, pour les accompagner. Je trouve que ça fait, en plus de ne pas avoir accès à la nature, pas avoir accès à un rythme de vie sain, bon, le fait de créer des logements sociaux, mais de les ghettoiser ensemble, ça crée encore plus de détresse. Je ne sais pas si je me fais comprendre, là. Fait que savoir votre expertise là-dessus, comment on peut sortir de ce stigma-là, parce que souvent, en voulant faire, entre guillemets, le gouvernement dit, bon, on va donner de l'argent pour des logements sociaux, mais ce que je réalise, c'est que souvent, on fait taire ces gens-là, puis on essaye de les cacher. Puis ça stigmatise encore plus face à la population. Puis bon, les médias n'aident pas beaucoup là-dedans en disant que les pauvres volent des deniers à la population, là, et que ces logements-là sont payés à même leurs taxes. Donc, ça perpétue aussi ce stigma-là. Comment on peut arriver à faire que ces belles initiatives-là pour donner une équité, dans le fond, là, on est dans une société équitable puis qu'on devrait pouvoir tout le monde avoir accès à une qualité de vie. Hein. Comment on peut faire accepter ça socialement? Merci beaucoup, Chantal. J'ajouterai peut-être j'ai oublié, je m'excuse, c'était ma faute, quelques points aux consignes que j'ai données pour que ce soit équitable envers toutes les personnes qui veulent poser des questions. Donc, vous présentez, ensuite indiquer à qui vous posez votre question et aussi essayer d'être concis et concise, s'il vous plaît, parce on a à peu près 45 minutes, alors qu'il y a déjà beaucoup de main levée, de questions dans le chat. Alors, à qui s'adresse votre question, Chantal? C'était à qui veut bien répondre? Parce que je pense que le volet s'adresse un peu à tous les intervenants parce que je pense qu'ils ont nommé justement les éléments qui sont partagés par rapport aux... comme Sonia parlait aussi des 9 éléments qui fait que la pauvreté continue puis que ça met... Dans le fond, c'est un enclenchement. Mais ces éléments-là ne sont pas partagés aux services sociaux, aux hôpitaux. Donc, il y a un stigma davantage, même lorsque les gens cherchent de l'aide, ils sont bloqués parce que les personnes dans les hôpitaux, souvent, ils vont se fier aux livres, puis ils vont dire, bon, mais ils ont tel symptôme, puis je pense que c'est comme un tout, dans le fond, c'est ce qui fait que les ghettos, même au Montréal-Nord, les gens souvent prennent ça comme des ghettos au lieu de dire, ben, OK, c'est un problème de ghetto, puis il n'y a rien à faire avec ça. T'sais, on ne veut pas le voir, on veut le cacher. Puis maintenant, comment on peut faire fleurir des initiatives dans ces cas-là parce qu'il y a des initiatives citoyennes qui pourraient être créées. Mais comment ces initiatives citoyennes peuvent être créées si tout ce que les municipalités entendent, c'est de l'argent? Est-ce qu'on peut laisser les conférencières répondre? Comme Oui. ça, on profite de leur répondre. Merci. Mais en tout cas, moi, je trouve que j'aimerais ça entendre peut-être d'autres questions avant de répondre, là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ont levé la main, puis c'est possible? Oui, c'est possible. Alors, je vais y aller avec une question qui était mise dans le fil de conversation, parce que c'est ainsi que on était supposé faire. Donc, à toi, Nancy, Huguette demande, est-ce que votre organisation a pu accompagner des créations d'entreprises locales? Si oui, merci de partager un exemple avec nous. Et à Jean-François, quelle est votre politique de recrutement et de rétention des bénévoles au sein de votre organisation? Alors ça, c'était les questions de Huguette. Et si vous êtes encore preneuse et preneur d'autres questions, la prochaine personne
dans la file d'attente des questions, c'est Mathilde. Donc, je vais laisser Mathilde Manon poser sa question. Et bonjour à tout le monde et merci aux conférencières pour leur présentation très intéressante. Moi, en fait, ma question, elle s'adressait d'abord à Jean-François, mais peut-être aussi en complément à Nancy, sur justement l'inclusion sociale des personnes immigrantes dans l'économie sociale. Je me demande déjà, en fait, Jean-François a parlé de l'exclusion que vivaient les personnes immigrantes lorsqu'elles arrivent ici, puis les immigrants, on le sait, au Canada, au Québec et à Montréal en particulier, sont vraiment les premières victimes, je pense, du phénomène du travailleur pauvre. Et pourtant, on sélectionne des immigrants qui sont hautement qualifiés lorsque ce sont des immigrants économiques, j'entends. Et j'ai l'impression que, enfin, je me demande en fait dans quelle mesure l'économie sociale peut permettre justement davantage d'insérer socio-professionnellement les immigrants et comment aussi l'économie sociale peut mettre à profit les savoirs et les compétences professionnelles et parfois entrepreneuriales des personnes immigrantes qui aussi ont pas seulement des compétences entrepreneuriales dans l'économie informelle des pays en développement, mais dans plutôt une économie très formelle, très formalisée, avec des compétences qui sont souvent très peu reconnues et valorisées au Québec. Et donc, en fait, je me demande justement, Nancy, est-ce que tu as des exemples justement d'initiatives comme ça portées par des immigrants en économie sociale qui permettent justement de valoriser les savoirs de ces personnes et de favoriser une insertion sociale et professionnelle un peu plus intéressante pour les personnes immigrantes que ce que le marché standard leur apporte. Et je me demande aussi à Montréal-Nord, quelle est la réflexion que vous menez au pôle, puis avec les autres acteurs du milieu nord-montréalais sur cette question-là. Voilà. On continue ou vous allez d'abord répondre Nancy et Jean-François et peut-être Sonia? OK. Ben, on peut peut-être y aller parce que là, on est à 3 questions. Je vais perdre le fil. Mais pour répondre au dernier, oui, il y a des exemples. Il y a un qui me, tu sais, je sais pas, vous connaissez l'entreprise Les Petites Mains, là, mais ça, c'est une entreprise d'insertion qui existe depuis une bonne trentaine d'années, à mon avis, là, alors, si je me trompe pas, et qui vraiment est exemplaire pas juste dans donner du travail, mais l'entrepreneuriat, etc. Je pense que, tu sais, l'enjeu de répondre aux enjeux des nouveaux arrivants, je dois avouer, quand j'étais à la tête du chantier de l'économie sociale, on a fait à plusieurs reprises un constat que c'était un point faible. On n'arrivait pas à susciter, puis on a tenté toutes sortes d'affaires, hein, parce que, tu sais, on a fait à un moment donné, dans un contexte international, le lien entre le Maghreb au Maroc, etc. Il y avait beaucoup de développement de l'économie sociale et solidaire. Puis ici, dans la communauté, est-ce qu'on peut faire des liens? On a fait des tentatives. Je pense qu'on peut pas faire autrement que s'appuyer sur l'approche territoriale. C'est toujours été par ça que les choses sont développées, etc. Tu sais, il y a eu mais honnêtement, là, je dirais que il y a des initiatives, mais globalement, est-ce que c'est le défi de dire que les nouveaux arrivants, déjà, on leur demande, et c'est très exigeant de s'intégrer dans la société d'accueil, dans le mainstream, et tant que l'économie sociale est perçue comme quelque chose de plus marginal, on demande quelque chose de plus. Tu sais, et ça, c'est pas évident. Alors, en tout cas, peut-être Jean-François pourra mieux répondre que moi, mais je pense que c'est vraiment à partir des territoires où les gens habitent. Bon, puis après ça, mais ça nous amène à l'autre question, c'est la question plus globale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je pense qu'effectivement, ce qui est le constat de la première question qui est venue, c'est tout le résultat de cette absence de planification, d'une vision de développement qui est inclusif et qui permet un partenariat puis vraiment une co-construction. Les moments où on peut vraiment aborder de front toute une série de questions liées à la pauvreté, que ce soit l'absence de logement, l'employabilité, l'emploi, etc., c'était des moments où il y avait des lieux de dialogue social, mais qui n'étaient pas juste des lieux de dialogue, mais où on avait des instruments qui nous permettaient de faire des choses. Et je vais vous donner un exemple parce que on connaît mal l'histoire récente du Québec, mais moi, quand j'ai eu une expérience
pendant 5 ans, dans le sud-ouest de Montréal, les 3 paliers du gouvernement ont accepté d'accorder à une organisation de la société civile le contrôle sur, je parle du début des années 90 et je parle des montants d'à peu près 25 millions de dollars pour différentes choses qui étaient sans aucune norme et jugé simplement pour les résultats, pour la revitalisation du sud-ouest de Montréal au bénéfice de sa population. Et ça a mené à des capacités d'innovation, des premières entreprises d'insertion. En tout cas, on a fait plein d'affaires qui ont soit fait école pour d'autres choses, mais qui ont vraiment permis de faire tout un tas d'initiatives qui étaient efficaces, mais très innovantes. Et on a réussi à maintenir pendant un certain nombre d'années, même décennies, des lieux avec des outils, bon, moins dramatiques qu'on a pu avoir au Sud-Ouest, mais quand même avec une certaine capacité d'innovation. Mais toutes ces choses-là, on les a perdues. Et donc, on est dans une situation où on ne peut pas faire autrement qu'au niveau politique, rétablir des alliances pour créer ces conditions-là, parce qu'ils ne viendront pas d'en haut, ils ne viendront pas avec une baguette magique. Il faut donner le pouvoir aux citoyens et citoyennes regroupés, à la société civile, les acteurs terrain, d'imaginer et d'agir dans le champ de développement pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale par des moyens concrets. Autrement, on n'arrive pas. Et pour revenir aux municipalités, oui, les municipalités sont dans une situation difficile, mais juste pour vous dire, moi, quelque chose dans lequel je suis très impliquée présentement, puis en tout cas, c'est pas encore public, mais il y a des alliances qui sont en train d'être forgées présentement entre tout un tas de maires et mairesses, beaucoup de jeunes, beaucoup de mairesses progressistes dans différentes villes, la majorité des villes à travers le Québec, des grandes villes au moins, et la société civile pour créer des nouvelles alliances, pour changer et faire en sorte que les gouvernements supérieurs, puis collectivement, on se donne les moyens de pouvoir recommencer à agir et intervenir d'une manière plus structurante et structurée dans ces genres d'initiatives-là. Mais il faut rétablir les conditions parce que, comme Jean-François l'a dit, on peut avoir plein d'idées, mais si on n'a pas les outils pour le faire, alors on a des outils, mais il faut continuer, puis et c'est là où ça prend des alliances politiques beaucoup plus larges qui vont nous permettre d'y arriver. La dernière chose, c'est juste en termes d'exemples d'initiatives. Oui, quand j'étais dans le Sud-Ouest, on a lancé plein d'initiatives, mais encore une fois, c'est toujours par rapport à l'analyse d'un besoin qu'on voit. Et des fois, on a les outils qu'il nous faut, mais des fois, on n'en a pas. Alors, je donne un exemple. Avant, des coopératives, tu n'avais pas des coopératives de solidarité. Les coopératives de solidarité permettent d'avoir différents types de membres. Alors, avant, tu avais une coop de travail, tu avais le coop de consommateurs, le coop de producteurs, mais tu pouvais mélanger et surtout le milieu ne pouvait pas être impliqué si tu n'étais pas directement un travailleur, etc. On a aidé des jeunes qui sortaient, en tout cas, ils ont fait une période d'itinérance, une auberge de jeunesse, etc., pour pouvoir se réintégrer. On a créé un groupe et on dit, on va créer une entreprise. Alors, ça s'appelait la Coop du Canal. Puis là, les jeunes, il y avait plein d'idées, puis on les accompagnait, etc. Mais quand il est venu pour structurer l'entreprise, ça pouvait être juste un coop de travail. On ne pouvait plus les accompagner dans la gouvernance parce que c'était juste eux autres. Mais il n'y avait pas l'expérience nécessaire et le projet, finalement, s'était foiré avec le temps. Alors, de là, maintenant, on aurait pu faire autrement avec un coop de solidarité. Fait que ça prend des structures juridiques. Il y avait d'autres projets où on n'avait pas le financement. Alors, c'est tout cet écosystème qui est nécessaire pour faire en sorte que les gens sur le terrain qui ont des idées pour évidemment des solutions collectives, qu'ils ont la boîte à outils, le coffre à outils qu'il leur faut pour le faire. Ça, encore une fois, je pense qu'on a réussi à en créer puis à en garder un certain nombre, mais on a du rattrapage à faire autant dans l'environnement municipal qu'évidemment au gouvernement supérieur. Et je pense que c'est là où les alliances et les mouvements sociaux doivent aussi travailler très, très fort dans les prochaines années pour que vous puissiez trouver des solutions aux enjeux auxquels vous faites face. Merci Nancy. Jean-François, une réaction à l'une ou l'autre des commentaires, questions posées jusqu'ici? Oui, ben, je vais essayer de faire ça un peu plus rapidement, en fait. Pour ce qui est de la première intervention là, de Madame Latendresse là, sur le logement social, l'exclusion et tout ça, je ne vais pas rajouter. Je pense que Nancy a fait un bon tour sur ce qui est
possible de faire ou les pistes possibles. Sur ce qui est de la stigmatisation, on en vit énormément à Montréal-Nord. Hein. Il faut juste lire, vous avez juste à faire une belle revue de presse en tapant Montréal-Nord dans votre moteur de recherche pour voir quel est quelle est la vision qui sont portées en fait sur le territoire. Donc on vit beaucoup de stigmatisation. Puis je pense que Sonia, quand elle a mentionné tantôt la théorie de la justice sociale, oui, on peut travailler des processus de distribution, de redistribution, puis l'entreprise d'économie sociale peut être une façon aussi de venir pallier à cette lutte à la pauvreté, à l'exclusion, mais on peut pas passer à côté de reconnaître en fait la part de ces gens-là, reconnaître qu'ils sont là, ils existent. On travaille très fort à Montréal-Nord pour reconnaître entre autres l'apport des différentes communautés dans le développement du Québec, qui est un apport qui n'est pas inexistant, mais disons qu'il est sous-représenté, puis donc de mettre en valeur cette histoire commune-là, on travaille très fort aussi pour reconnaître l'apport, puis ça nous permet aussi, en reconnaissant l'apport de certains qui ont déjà un peu labouré la terre, qui sont là depuis un certain temps, qui ont des réalisations, ça permet aussi d'inspirer les autres et ça nous permet de mieux mobiliser aussi les autres qui viennent après, qui se disent, ben c'est possible, il y a déjà des gens qui sont passés par là, le sillon est déjà fait, moi je peux continuer aussi. Donc cette reconnaissance-là est très importante. Puis on doit aussi tranquillement essayer de représenter, que ces gens-là soient représentés dans les sphères où les décisions se prennent. C'est pour ça que l'économie sociale et l'entreprise d'économie sociale est si intéressante, c'est que dans sa gouvernance démocratique, elle s'assure aussi que là où des décisions sont prises, on soit capable d'inclure aussi les gens qui sont issus des différentes communautés ou les gens qui ont différentes situations, disons économiques là, présentes sur les territoires. Donc, le bout de représentation est aussi très, très important. Il y avait une question sur la politique de recrutement et de rétention des bénévoles. En fait, bon, le pôle comme tel, nous, on travaille peu avec des bénévoles. Si on veut par là parler de participation citoyenne, ben en fait, il y a la captation des besoins des citoyens. C'est sûr qu'il y a un bout qui est fait parce qu'on se déplace et on a à Montréal-Nord, par exemple, des assemblées de quartier qui sont organisées par la table de quartier dans lesquelles on participe, mais on a aussi des organisations ça touche un peu peut-être la question sur l'inclusion. Puis je vois Bernard qui a levé la main de Parole d'exclus. On a des organisations qui sont in situ, qui vivent, qui ont des locaux à l'intérieur même des lieux de vie et qui sont là pour faire de l'animation, pour participer en fait au développement de ces milieux de vie-là, donc qui sont connectés directement avec les besoins des différentes populations. Puis c'est sûr que comme organisation de Montréal-Nord, ben on est nourri aussi de cette façon-là d'être à l'écoute des gens, puis de les faire participer, puis d'entendre leurs préoccupations. Donc, c'est une façon pour nous de capter quand même que les besoins soient là, qu'ils soient à l'intérieur des solutions qu'on va proposer. Donc, mais je pense que c'est le constat que Nancy portait aussi. Quand on veut parler d'inclusion, si on veut travailler l'inclusion de l'économie sociale de certaines communautés, ben il va falloir effectivement peut-être aussi se déplacer et aller à l'écoute de ces communautés-là, pas arriver avec un modèle en disant voici quel est notre modèle. Il faut être capable d'arriver puis d'écouter c'est quoi les besoins, c'est quoi les enjeux, comment ce modèle-là comme outil peut aussi être façonné par les différents dialogues qu'on peut avoir. Et je pense que l'ancrage territorial est très important. C'est un peu ce qui manque actuellement, c'est qu'on a des organisations qui sont au niveau du soutien à l'émergence des projets d'économie sociale qui sont loin du territoire. Mais il y a une volonté d'inclure, mais on est loin, le lien de confiance n'est pas tant là. Puis si on n'est pas capable de développer ce lien de confiance-là avec les gens de ces communautés-là, c'est difficile de les amener avec nous dans le mouvement de l'économie sociale. Pour ce qui est en tout cas, à Montréal-Nord, il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui sont portées par des gens qui sont issus des différentes communautés. On peut parler des Fourchettes de l'Espoir. On a des organisations aussi qui sont portées par des jeunes qui sont issus des communautés noires. On a beaucoup d'entrepreneuriat social qui se transforme parfois en projet d'économie sociale, mais on a un enjeu de soutien. Je vous l'ai mentionné au départ. Je pense que cet enjeu-là est très mordant. Mais effectivement, je pense que la première motivation pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est quand ils regardent leur
parcours de vie, puis ils voient où est-ce qu'il y a eu des manques au niveau sociaux, où ils auraient souhaité avoir un soutien, puis qu'ils l'ont pas eu, mais souvent ça peut se transformer en projet d'entreprise d'économie sociale, mais il faut être capable de les soutenir correctement parce que c'est pas parce qu'on souhaite, c'est pas parce qu'on identifie un manque que ça peut se transformer nécessairement en projet d'économie sociale ou en projet entrepreneurial. Mais pour ce qui est de mettre à profit, finalement, je termine là-dessus, les compétences entrepreneuriales des gens qui viennent d'origine immigrante, on le fait. On le fait au pôle à travers même un processus de soutien au prédémarrage et tout ça. Mais encore une fois, on peut en parler longuement, mais quand on arrive ce qui demeure difficile actuellement pour les entrepreneurs d'origine immigrante, bon, on n'a pas beaucoup d'immigration économique à Montréal-Nord, hein. C'est beaucoup des travailleurs temporaires étrangers, c'est beaucoup des demandeurs d'asile. Ce sont des communautés qui sont, disons, qui arrivent de pays moins favorisés que de l'immigration économique. Mais on est quand même capable de les soutenir. Mais là où on a un enjeu, c'est que souvent, ils n'ont pas de réseau d'affaires. Ça, c'est pas vraiment soutenable. Les diplômes qu'ils ont, souvent, sont des diplômes qui ont été obtenus à l'étranger, qui sont non reconnus ici. Et finalement, mais il nous faut une mise de fonds. Donc, c'est sûr que lorsqu'on est dans un milieu où il y a une précarité économique, ben, puis qu'on vient d'ailleurs, ben, ce sont des conditions qui sont très, très mordantes. Et actuellement, ben, le réseau de soutien à l'entrepreneuriat ne permet ou permet peut-être difficilement de venir pallier ces différentes difficultés-là. Ce qui fait que c'est le rôle que nous, on s'est donné de travailler en amont pour essayer d'amener les gens là, mais ça demeure quand même des enjeux qui sont beaucoup plus, donc c'est beaucoup plus difficile pour un entrepreneur immigrant de partir une entreprise ici que pour quelqu'un qui est là depuis 4, 5, 6, 7, 8 générations. Donc voilà, j'arrêterai là pour l'instant. Si tu permets, Sonia, merci Jean-François. Si tu permets, Sonia, on passera aux prochaines questions. Je suis assez certaine qu'il y a des questions pour toi. Alors, on a 6 personnes, donc on va y aller par ordre. Je vous rappelle, s'il vous plaît, indiquez à qui s'adresse la question et surtout, pour donner la chance à tout le monde, soyez concises et concis. Alors, la première personne, c'est Marie-Josée, qui va être suivie par Catherine, ensuite André, ensuite Alain, Bernard et Huguette. Donc, Marie-Josée. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Marie-Josée Lemieux. J'habite un petit village de la Gaspésie qui s'appelle Capcha, où il y a 2500 habitants. Donc, moi, avec des citoyens de ma communauté, on travaille sur un projet pour faire une requalification de notre église. Donc, on veut faire un espace collectif, puis permettre aussi le développement de projets, des murs d'escalade. Donc, on a plusieurs projets. On a approché la mairie de notre village pour parler un peu de cet espace-là qu'on veut reprendre en main. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la municipalité n'a pas beaucoup d'intérêt à investir dans le milieu communautaire. On voit beaucoup d'intérêt pour les espaces industriels où est-ce qu'il y a comme une entreprise d'aluminerie pour faire l'extraction de l'aluminium. On a aussi une cour à bois. Donc, sur des projets industriels, ça semble être quelque chose qu'ils connaissent. Mais pour ce qui est du communautaire, peut-être un peu moins. Puis, j'ai été interpellée par la présentation de Madame Nimta. J'espère que je le dis bien, là. Puis, je trouvais que c'était rafraîchissant, en fait, comme discours, puis aussi de parler de la rentabilité sociale. Moi, je voulais vous demander, est-ce que, quand vous parlez de rentabilité sociale, est-ce qu'il y a des outils de mesure qui existent? Puis, comment aussi, dans notre discours, on peut faire valoir auprès des représentants politiques le bénéfice que ça peut apporter à une communauté? Merci. Merci Marie-Josée. Catherine.
Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je m'appelle Catherine Boily. Je suis étudiante en ce moment à l'UQAM à la maîtrise, gestion, innovation sociale. Puis je m'intéressais à l'historique, Madame Lintam, que vous avez présenté, puis aux conclusions là, qui propose finalement de vraiment inscrire l'économie sociale dans un modèle de développement plus large, plus inclusif. Ma question pour vous, c'est de savoir, est-ce que ce modèle de développement-là, on l'a nommé ou est-ce qu'il y a des terminologies qui ont été utilisées ou qui devraient être utilisées pour s'y référer? Merci. Merci, Catherine. André, votre micro, s'il vous plaît, elle n'est pas ouverte. Je l'avais désactivé, mais voici. Je n'ai pas de questions. C'est un témoignage de félicitations que je veux adresser à Nancy. Elle a fait allusion au tout début de son exposé aux quelques-uns parmi les participants qui pourraient attester de la pertinence de l'historique qu'elle allait présenter. Alors, effectivement, je fais partie de ces anciens, de ces vieux de la vieille. J'en veux pour preuve un coup de fil qu'elle m'a donné au printemps 84 pour me demander de la recevoir afin d'évaluer un document qui allait être présenté au Parti québécois, qui était au gouvernement à l'époque, afin de mettre sur pied le projet économique de Pointe-Saint-Charles. Donc, je l'ai reçu. Elle est accompagnée d'un prêtre ouvrier qui venait du Chili et on a discuté de son document qui contenait des allusions à des corporations de développement communautaire américaines que je connaissais suite à un déplacement aux États-Unis. Alors, je lui ai suggéré, comme militant du Parti québécois que j'étais à l'époque, pour influencer le gouvernement, il valait beaucoup mieux donner des exemples québécois. Et j'admettais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais j'en connaissais un. Et là, je vais le rappeler au souvenir de Nancy, c'est que je les ai conseillés d'aller à Victoriaville, où il y avait une corporation de développement communautaire, dont un des leaders était justement un prêtre ouvrier. C'était, à mon avis, l'endroit où le développement communautaire, comme on disait à l'époque, parce qu'on ne parlait pas d'économie sociale comme elle l'a dit avant 1977, et à partir de cet exemple-là, probablement qu'il pourrait convaincre le gouvernement de leur donner une assistance financière. Alors, on sait qu'ils ont obtenu cette assistance financière, sont devenus une SEDEC, on s'est mis en contact par la suite, et je vais terminer mon exposé par une allusion qu'a faite l'animatrice de la rencontre au rayonnement international de Nancy. Bon, je pense à la France avec la collaboration avec Jean-Louis Laville, par exemple. Mais plus spécifiquement, je veux faire allusion au Brésil. À travers les années, je suis devenu un spécialiste du Brésil. Je suis allé pas moins de 43 fois. Alors, c'est arrivé qu'on m'a demandé si je connaissais Nancy Needham, en particulièrement dans le Rio Grande do Sul, à Porto Alegre. Alors, ce sont les souvenirs que je veux évoquer, rappeler mon souvenir à Nancy. Puis j'ai une toute petite question. Qu'est devenu ce prêtre ouvrier qui l'accompagnait il y a 40 ans? Merci, André. Est-ce que Nancy, Jean-François, Sonia, vous êtes encore capables de prendre d'autres questions ou on répond d'abord à celle-là et on continue après? Qu'est-ce que vous préférez? Peut-être continuer du temps, finir toutes les questions, faire le tour une fois, puis on a essayé de tout ramasser. D'accord. Alors, la prochaine question, c'est dans le fil de conversation et elle provient de Alain Moujinga. Et la question est celle-ci. À Jean-François Gosselin, est-ce que votre organisation a des partenariats avec des petites entreprises d'économie sociale dans certains pays en développement? Si oui, quelles sont les conditions? J'imagine qu'il veut dire les conditions de partenariat. Et à Sonia, Alain Moujinga demande qu'est-ce qui explique le sous-développement des entreprises d'économie sociale dans les pays en développement, alors que dans ces pays, l'État et les mécanismes du marché sont moins performants. Et maintenant, je donne la parole à Bernard. Oui, bonjour, merci. En fait, j'ai plus un commentaire. C'est une question avec un peu un début de réponse à la question. En fait, je suis très d'accord dans le fait que l'économie sociale
aide et a aidé à la lutte à la pauvreté, mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce que le modèle de l'économie sociale a de la difficulté à émerger à Montréal-Nord? Je travaille à Montréal-Nord depuis environ 6 ans. Avant ça, j'ai été conseiller auprès des entreprises d'économie sociale pendant une vingtaine d'années. Puis c'est toujours une surprise de voir qu'à Montréal-Nord, l'économie sociale, ça lève peu. Puis j'aimerais ça peut-être entendre Jean-François ou Nancy. J'avais certaines hypothèses, mais on sait pas nécessairement si c'est ça, mais je trouve qu'à Montréal-Nord, en fait, les entreprises d'économie sociale ont souvent émergé dans les quartiers centraux à Montréal au sein du secteur communautaire. Donc, le secteur communautaire était assez expérimenté, était assez mature et ça faisait longtemps qu'à la limite, ils cherchaient d'autres modèles, d'autres façons de fonctionner. À Montréal-Nord, les entreprises communautaires sont plutôt fragiles, sous-financées et sont peu nombreuses si on compare à d'autres quartiers centraux. Une autre hypothèse que je me disais, je trouve que l'économie sociale est mal connue. On parle aux gens à Montréal-Nord d'économie sociale, la plupart des gens ne savent pas trop de quoi on parle, même quand on parle au milieu communautaire. Ce que je remarque aussi depuis un certain temps, c'est qu'il y a beaucoup moins de fonds disponibles à l'économie sociale, du moins de fonds locaux. Comme il pouvait y en avoir il y a une dizaine d'années à travers soit les CEDEC ou encore d'autres fonds gouvernementaux là, via certains ministères. Puis enfin, je dirais aussi qu'il me semble y avoir aussi beaucoup moins d'accompagnement puis de coaching auprès des entrepreneurs sociaux pour démarrer des projets et les différents fonds, ou du moins les critères de viabilité qui sont requis par les bailleurs de fonds sont beaucoup plus exigeants aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a une quinzaine d'années. Moi, je me souviens quand j'accompagnais des entreprises d'économie sociale dans Schlager-Maisonneuve, on pouvait facilement soutenir une quinzaine d'entreprises dans une même année, alors que je suis sûr qu'à Montréal-Nord, il n'y a pas une entreprise par année qui se présente pour du financement. Fait que c'est plus un commentaire, mais si Jean-François ou quelqu'un veut réagir à mon commentaire. Merci. Merci beaucoup. Donc, il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. Donc, je vous laisse la parole, Sonia, Jean-François et Nancy. Peut-être je vais commencer parce que à mesure que les personnes ont posé des questions et en entendant Nancy et Jean-François, j'ai ajouté des réflexions à mes réflexions, donc pour ne pas les oublier. Et d'abord, quelque chose qui a éveillé une réflexion à partir de la question de Madame la tendresse. Et c'est intéressant parce que c'est qu'il dit les stigmatisations et ça, c'est que j'ai souligné tout à l'heure, c'est qui appelé dans un cadre, que c'est un cadre théorique, mais s'applique très bien à la réalité, les mesures correctives. Des fois, ces remèdes correctifs, c'est intéressant parce qu'on peut les soutenir, mais s'ils ne sont pas bien réfléchis, ils peuvent amener à des situations de stigmatisation, justement. Donc, jusqu'à quel point une mesure corrective peut-être est positive au court terme, mais quelles sont les conséquences à moyen et long terme. Donc, une réflexion aussi à faire pour les propositions aux décideurs politiques de type de mesures à mettre en place. Et aussi une réflexion par rapport aux immigrants, à la population immigrante, les personnes immigrantes. Et ça, c'est par rapport à une réflexion que faisait Jean-François, et je pense qu'il n'a pas fait aujourd'hui, mais j'ai déjà entendu à partir de la réalité de Montréal-Nord qu'il a aussi chez certains groupes un certain préjugé par rapport à l'économie sociale. Donc, si on vient dans un pays où l'économie sociale, c'est l'économie des pauvres, et venir ici dire, mais je ne veux pas faire ça. Donc, ça aussi, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation. Et Bernard, je rejoins ce que tu dis, de faire connaître c'est quoi l'économie sociale. Lorsqu'on est convaincu, comme on l'est de l'économie sociale, qui est porteuse de démocratie, de participation. On sait que c'est aussi une voie porteuse de changement, mais lorsqu'on ne le connaît pas, on ne peut pas aller dans cette voie-là. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire, autant de sensibilisation, de faire connaître l'économie sociale, mais aussi d'adapter les outils de l'économie sociale. Il faut dire ici que l'économie sociale est solide. Il y a un écosystème de financement, d'accompagnement d'économie sociale, mais peut-être il faut repenser aussi des outils pour s'adapter à des réalités locales. De où l'importance d'avoir un contact fort avec le terrain.
Donc, oui, on peut avoir des outils super bien développés pour développer des entreprises qui sont solides, mais s'ils ne sont pas adaptés aux réalités locales, ils ne peuvent pas répondre donc à certaines problématiques comme la pauvreté et l'exclusion. Puis, enfin, la question, là j'arrive à la question d'Alain Ricard. Merci pour la question, Alain. Il se pose la question sur pourquoi l'économie sociale n'est pas si solide dans les pays en voie de développement. Et c'est une question que moi, je me pose aussi. Je suis péruvienne d'origine et c'est une question qui m'engage, je dirais, dans les cas péruviens. Mais ça fait longtemps que j'ai réfléchi sur le sujet. Il faut pas oublier que l'économie sociale, c'est contextuel. Comment elle se développe, ça dépend du contexte. Et ça dépend du contexte politique, institutionnel, mais ça dépend aussi du contexte de la société civile. Donc, comment la société civile elle est capable de se mettre ensemble, comme dans les cas québécois, se mettre ensemble pour aller de l'avant, pour faire des changements, pour profiter des interstices et passer des changements, faire passer des changements qui dans d'autres pays sont pas forcément possibles, justement par les cadres institutionnels. Et on ne peut pas dire que l'économie sociale et solidaire n'est pas forte. Tantôt, Monsieur Joyal, il faisait référence à l'expérience brésilienne. Dans l'expérience latino-américaine, une effervescence d'initiatives d'économie sociale, mais il y a un cadre institutionnel qui fait par lesquels c'est très difficile de passer. Les interstices, les espaces sont très fermés pour faire passer des initiatives, et même si elles passent, pour qu'elles soient soutenables dans le temps. Donc là, ça me ramène à la réalité d'ici aussi, comment dans la réalité actuelle, dans les contextes actuels du Québec, profiter de ces espaces, quels sont les espaces pour contribuer à faire des changements dans les structures. C'est intéressant ce que dit Nancy. Est-ce que c'est à partir des gouvernements locaux? Et c'est super intéressant. Peut-être c'est là. Comment, avec des décideurs politiques qui sont plus proches de la population, donc au niveau local, on peut faire passer tranquillement vers les structures plus larges que ce sont des structures nationales, provinciales. Donc voilà, je laisse le micro à Jean-François Nancy. Mais je peux y aller rapidement parce que les éléments de réponse sont assez courts, là. Il y avait M. Mujinga là, qui me demandait si on avait des partenariats avec des petites économies sociales au niveau international. La réponse simple, c'est non, on n'en a pas. On est vraiment concentré sur les aspects plus locaux. Donc, en fonction des financements aussi qu'on peut avoir, là, ça devient un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Donc, actuellement, on n'en a pas. Pour ce qui est des éléments d'analyse de Bernard sur l'économie sociale à Montréal-Nord, je dirais toutes ces réponses. Je pense qu'on a effectivement des organisations communautaires qui sont excessivement fragiles dans la mesure où il y a quand même un sous-financement des organisations à Montréal-Nord versus les enjeux. Donc, effectivement, ça fait en sorte on privilégie, je pense, beaucoup le court terme versus des initiatives à moyen long terme. On est tellement dans l'urgence court terme que c'est plus difficile de dégager du temps pour travailler ce type de projet-là qui demande un certain temps. Je pense qu'effectivement, ce que tu soulignais sur le fait que les fonds sont peut-être pas aussi adaptés qu'ils l'ont déjà été, les fonds pour soutenir le démarrage. Nous, on en a fait l'expérience. Actuellement, si on veut aller chercher un fonds de démarrage pour une entreprise d'économie sociale, on nous demande un modèle d'affaires où on a 55 à 60% des revenus qui doivent être des revenus autonomes. Donc, ce qui est énorme pour une entreprise en démarrage, d'autant plus que lorsqu'on est en contexte de pauvreté où on essaie d'offrir un bien ou un service en réponse à des enjeux sociaux. Donc, on veut pas le tarifer trop pour pouvoir justement être capable de répondre à ces enjeux-là, de demander à ce que le revenu généré par notre activité commerciale soit aussi élevé, ça me paraît un peu mésadapté par rapport aux réalités qu'on peut vivre. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose là qu'on serait en mesure, en tout cas, qui serait souhaitable qu'il soit adapté. Puis au niveau du manque de connaissances, je pense que aussi effectivement, je sais pas exactement comment ça se passait dans Hochelaga Maisonneuve, mais je pense que pour avoir un pipeline
pipeline de projets, disons, en économie sociale à Montréal-Nord, ça nous prendrait un effort conséquent sur plusieurs années pour faire connaître effectivement le modèle. Faut comprendre que parfois, il y a des gens qui pensent à ce modèle-là, je veux dire des gens qui sont dans des organisations communautaires, et ce modèle-là n'est pas adapté à la réponse à l'ensemble des enjeux. Parfois, ça demeure une organisation communautaire, puis ça sera jamais tarifable comme offre de service, puis c'est correct comme ça. Mais quand même, je pense qu'effectivement, les quartiers centraux à Montréal, pour la plupart, ont eu des organisations de développement local qui ont œuvré sur ces territoires-là durant 20, 25, 30 ans. Et je pense que c'est cet effort-là qui a fait en sorte qu'à un moment donné, il y ait un certain dynamisme au niveau des projets d'économie sociale qui ont émergé sur ces territoires-là. Puis à un moment donné, ce matin, il y avait quelqu'un qui a fait une analogie avec les quilles. Tu sais, quand on joue aux quilles, on lance la boule, puis elle tourne pendant longtemps dans un certain sens, puis à un moment donné, elle finit par tourner de l'autre bord. Je pense qu'on n'a jamais arrivé, à un moment donné, il y a des efforts qu'on fait, puis à un moment donné, ces efforts-là peuvent porter fruit et devenir des projets, et puis ils vont s'auto-nourrir d'une certaine façon. Mais je pense qu'on n'est jamais arrivé à cette étape-là à Montréal-Nord, puis ça nous demanderait 3 à 5 ans, comme n'importe quel projet là, qu'on souhaite développer. Dernièrement, j'entendais Montréal International là, qui voulait développer l'Est de Montréal, puis eux autres, tu sais, ce qu'ils disaient, c'est ça va nous prendre 3 à 5 ans avant d'avoir un pipeline de projets, puis là, c'était de l'entreprise privée. Mais je pense qu'il faut se donner aussi ce temps-là, si on veut le faire sur un territoire, il faut se donner ce temps-là pour nourrir un pipeline, puis qu'à un moment donné, ça arrive à des projets concrets pour être financés. Mais actuellement, personne a ce mandat-là. Ben, en fait, non, pas un mandat de proximité là, pour soutenir l'émergence de projets là, en amont là, on accueille les promoteurs une fois que le plan d'affaires est quasiment terminé. Mais je pense qu'on a vraiment besoin de travailler en amont à ce niveau-là. Voilà. Bon, alors je vais essayer d'y aller avec le temps qui reste sur les trois. Je ne toucherai pas à la question de Montréal-Nord parce que je pense que ça a été touché, mais sur l'international, merci André d'avoir soulevé cette question-là sur les réponses, les commentaires sur notre collègue de CAPTCHA, puis sur le modèle de développement. Merci aussi pour cette question-là. Bon, sur l'international, je tiens quand même à dire que l'ensemble du développement du mouvement d'économie sociale au Québec, qui est effectivement reconnu assez largement, en tout cas jusqu'à récemment, comme un leader au niveau international, puis on a à plusieurs reprises convoqué plus que 80 pays ici au Québec sur l'économie sociale, au Palais des Congrès, sur nos propres bases, etc. Donc, ça pour dire mais c'est que ça a été un apprentissage et même quand on a commencé à Pointe-Saint-Charles, on a toujours dit, on pense globalement à agir localement, mais on a parcouru des endroits en Amérique du Nord, mais aussi à travers le monde pour s'inspirer. Alors, on a beaucoup d'expériences au Québec, on pense qu'on les a inventées, mais je vous dis que les cuisines collectives, ça vient du Pérou, les entreprises d'insertion, ça vient de la France, les cercles d'emprunt, ça vient de Bangladesh, en tout cas, j'en passe, mais évidemment on s'inspire de ces idées-là, qu'on les implante chez nous, ils changent de forme, etc. Et donc, mais on s'est beaucoup inspiré, notamment des pays du Sud, que ce soit le Brésil, que ce soit en tout cas, le Sénégal, etc., le Pérou et ailleurs, pour voir comment on pouvait s'inspirer de ces initiatives-là. Et ça nous a beaucoup servi. Et l'autre élément, je dirais, c'est que pour influencer les politiques publiques, on n'est jamais prophète dans notre propre pays. Alors, quand on voulait voir les politiques en développement local, on était une petite affaire à Pointe-Saint-Charles. On a organisé avec des Français un colloque international de partout, des gens de partout en Amérique du Nord et en Europe. Et on a eu un premier politique de développement local. Tu sais, en économie sociale, on a eu notre loi cadre parce qu'on a réuni des gens de 70 pays, puis on a eu une loi cadre. Donc c'est l'inspiration, c'est l'influence qu'on peut avoir quand notre travail est reconnu internationalement. Et finalement, parce qu'on sait tous et toutes qu'on ne pourra pas créer une petite utopie au Québec en dehors de tout le reste de la planète, ça prend un mouvement international. Bon. Alors, puis aussi, c'est un élément de mobilisation beaucoup, beaucoup auprès des jeunes. Quand on est capable de donner une perspective internationale, ça aide beaucoup. Bon, pour revenir aux questions de CAPTCHA, mais je trouve que ça, c'est un bel exemple où on est toujours pris dans le développement, la réponse aux besoins de nos communautés, à des tensions entre
ce qui doit devenir du local, c'est-à-dire on part des besoins, puis on s'organise localement, c'est la première chose, puis tout ce qu'on peut faire localement, il faut le faire localement, régionalement. Mais des fois, il arrive des moments où on n'a pas d'outils. La seule manière de le faire, c'est de se joindre à d'autres pour avoir des instruments qui peuvent juste être construits au niveau national, que ce soit par les fonds d'investissement. Là, tout l'enjeu de la réhabilitation des lieux de culte, etc., c'est un enjeu qui est pan-québécois et il y a des gens qui travaillent sur différents types de choses. Alors, moi, je vous encourageais beaucoup de voir, de parler avec le monde du chantier d'économie sociale ou le pôle pour voir c'est quoi les solutions parce que tu sais, par exemple, pour l'immobilier communautaire, on a créé, tu sais, chaque milieu communautaire qui voulait avoir sécurisé ses lieux, ses locaux en achetant un édifice, mais on a créé des instruments financiers mais on peut pas en créer un instrument financier par MRC ou par ville. Faut le faire pour tout le Québec. Donc, ces genres de choses-là, des fois, l'enjeu sectoriel doit s'arrimer avec l'enjeu local pour pouvoir arriver à avoir ce qu'il nous faut. Bon, une fois cela dit, sur la question des indicateurs, puis comment on convainc les élus municipaux. Justement, ce travail qu'on nous amorçons, puis on pourra s'en parler à l'avenir, pour encourager les élus à réaliser que la municipalité a tout intérêt et est gagnant sur toute la ligne quand il investit dans les entreprises d'économie sociale. Et ça, il y a beaucoup d'arguments et de choses qui ont été développées et qu'on peut partager. Sur les indicateurs, c'est effectivement, il y a beaucoup de travail qui se fait, autant au niveau international qu'au niveau local. Il y a une collègue et amie, Margie Mendel, qui est une économiste et prof émérite de Concordia. Elle a travaillé avec un regroupement au niveau des Nations Unies, le UNDP, en tout cas United Nations, Agence pour le développement, sur toute une série d'indicateurs qui touchent pas juste, évidemment, le développement économique, développement social, l'environnement, démocratie, etc., mais il y a aussi un travail qui est en train de se faire avec des outils financiers au Québec sur les indicateurs, mais de plus en plus, et ça devient évident, sauf peut-être pour les François Legault de ce monde, qu'on ne peut plus juger des valeurs d'un projet simplement sur ses retombées économiques où ça génère des revenus, puis de l'État où ça crée des emplois. Ça ne suffit plus. Donc, oui, il y a des instruments qui sont de plus en plus accessibles pour faire ça, mais il y a l'enjeu de discours ambiant, ça va prendre des alliances et j'espère qu'on va pouvoir partager bientôt avec vous tout ce travail d'alliance qui est en train de se faire avec le monde municipal. Et là, finir sur la question du modèle de développement. Je trouve que, effectivement, un des problèmes qu'on avait dit qu'on voulait que l'économie sociale soit partie d'un autre modèle de développement, ou encore plus dans les années 80 qu'on dit « faut faire un développement autrement, ça marche pas le néolibéralisme, etc. » C'est que si on nous a... Je riais, mais un peu jaune, c'est parce que si le jour au lendemain, quelqu'un nous aurait donné les clés du pouvoir sur toute l'économie québécoise ou le mondial, pas sûr qu'on aurait su quoi faire. Mais aujourd'hui, en 2024, moi, je sais que collectivement, là, on sait qu'est-ce qu'il y a à faire. L'expérimentation, le travail qui a été fait, pas juste ici, ailleurs, etc., les réflexions, le développement au moins de la théorie, de la recherche, etc., mais aussi surtout de la pratique. La construction de ce modèle de développement, je pense qu'on est capable d'articuler et justement, il y a une démarche qui a commencé parce que c'était justement un peu le problème qu'on avait au Québec en ailleurs. Il y avait des gens sur le terrain qui faisaient des affaires, puis là, il y avait des gens qui pensaient qu'il fallait changer le système des grandes théories économiques. Mais là, il y a comme une convergence qui est en train d'être organisée dans le cadre de ce mouvement citoyen pour la transition socio-économique. Et il y a eu un séminaire il y a à peu près 3-4 semaines de 60aine de personnes impliquées d'une manière ou d'une autre, autant du mouvement environnemental que du mouvement de développement social, économique, économie sociale, etc., pour voir comment on peut. Et donc, si vous êtes intéressé à suivre cette démarche-là, il y a des profs, il y a des chercheurs, des acteurs, il y a des étudiants, vous êtes les bienvenus parce que effectivement, je pense que ça va de le nerf de la guerre, c'est de pouvoir riposter d'une manière tac pour tac, qu'on dit que Northvolt et ça, c'est la seule manière de développer le Québec, qu'on est capable de répondre collectivement et avec force sur une autre vision de développement qui est inclusive, qui est juste, qui est durable et qui fait en sorte que cette capacité qu'on a individuellement, si on le met ensemble collectivement, puis qu'on puisse l'articuler, qu'on puisse
éventuellement et le plus rapidement possible, arriver à ce point de bascule vers cet autre modèle de développement qui est devenu si essentiel pour l'avenir de la planète et de mes petits-enfants. Et je vais arrêter, il est exactement 3 heures. Quel beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à Nancy, merci à Jean-François, merci à Sonia. C'était vraiment très généreux. Je pense que même si on continue, on serait encore intéressé à vous entendre pour le reste de l'après-midi, mais le séminaire se termine ici. Je remercie aussi toutes les personnes, vous toutes et tous qui avez participé à la période d'échange, mais qui avaient participé en général. Il y a beaucoup d'informations qui étaient aussi partagées via le fil de conversation. Alors, merci pour ces informations-là. Il ne me reste plus qu'à vous dire de continuer à suivre les activités, les actualités du CRISE en visitant régulièrement le site Internet et je vous souhaite une bonne suite d'après-midi. Merci beaucoup. Merci, Loba.